Sur YouTube, la plupart du temps, les gens consomment le contenu de façon intentionnelle. Pour moi, un excellent entrepreneur ou un excellent créateur, c'est quelqu'un qui a une bonne lecture du marché. Tu deviens toujours d'abord maître d'une plateforme avant de le devenir quand même des autres. Lui, c'est Silouane Pascal. Il développe le personal branding des entrepreneurs depuis qu'il a 16 ans. Avec 100 000 personnes qui le suivent sur les réseaux, son mastermind Personal Figures, dans lequel il accompagne les entrepreneurs avancés à créer une marque personnelle unique, le podcast Important Talk qu'il anime avec Taylor Chiche et son format 24 Hour Weave qui fait beaucoup parler de lui, c'est sans doute l'un des experts francophones qui a la meilleure vision 360 degrés sur le marché. Alors comment développer sa stratégie de personal branding? Comment trouver ses formats? Quels sont les meilleurs hacks pour se faire un nom très rapidement sur son marché? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, je trouve qu'il y a un truc chez toi qui est assez fort, c'est en gros comment tu repères, selon le profil que tu as en face de toi, quel est le format tu vois, qui pour lui va péter. Et ouais. Le côté, il n'y a pas une stratégie universelle, mais selon tes forces, sur quoi tu joues. Ouais. Et ça, c'est un truc que je me demandais, c'est un peu, en gros, quand tu vois un entrepreneur en gros, face à toi qui veut créer sa marque perso, c'est quoi que tu analyses tu vois, chez lui pour l'orienter, savoir sur quoi l'orienter En fait, tu as un peu deux teams. Tu as les personnes qui disent qu'il faut jouer sur ses forces et les personnes qui disent qu'il faut mieux combler justement ses faiblesses. Moi, je suis plutôt dans la première catégorie. Je pars du principe qu'on a tous des armes. Et l'idée, en fait, c'est de te battre avec les armes que tu as. Si jamais tu essayes d'aller trouver d'autres armes, de créer d'autres armes que tu n'as pas de base, ou du moins tu n'as pas de prédisposition, ça va être compliqué. Je te prends un exemple. Si jamais, par exemple, typiquement, tu es grand, au basket, tu vas avoir des facilités, par exemple, peut-être, alors que peut-être si jamais tu es plus athlétique pour tel type de sport, ça va être plus simple pour un autre. Pour moi, c'est la même chose dans la création de contenu. Tu as des personnes qui sont excellentes pour mettre de l'énergie à la caméra, d'autres qui sont excellentes pour écrire, d'autres qui sont excellentes pour divertir, d'autres qui sont excellentes, on va dire, pour analyser ou pour apporter de la valeur sur des sujets pointus sans pour autant être divertissant. Et en fait, moi, ce que j'explique souvent, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir tout faire. Ce qu'il y a besoin de faire, c'est de comprendre où est-ce que tu es bon et par rapport à ça, quel type de format qui fonctionne bien sur le marché, tu vas pouvoir, on va dire, t'approprier et utiliser par rapport à tes forces, tu vois. Donc moi je préfère largement partir de ça et pour moi c'est la meilleure manière de faire, tu vois. Et effectivement avec chaque personne ça va être différent, mais globalement tu as quelques grands types de formats dans lesquels après tu peux rentrer un petit peu chaque personne, tu vois, on va dire. Tu sais, on parle beaucoup, en fait il y a plusieurs moods, j'ai l'impression. Tu as la mood un peu Gary Vee qui dit faut être partout, toutes les plateformes, poster 15 fois par jour sur chaque plateforme et tout. Après tu as le mood Hormozy qui dit t'en prends une et tu la ponces. Moi j'ai l'impression que focus c'est quand même mieux, mais en fait c'est focus sur un type de contenu. Je veux dire un exemple, disons par exemple que tu es un crack en contenu court, en réalité aujourd'hui on a l'avantage qu'aujourd'hui TikTok, Shorts, Instagram Reels, c'est globalement, même si chacun a ses spécificités, le même type de format. Donc aujourd'hui tu peux très bien master un format en particulier et te focus que là-dessus, tu vois. Donc moi je pars plus du fait de bien maîtriser un format, par exemple si jamais c'est à l'écrit, peut-être que typiquement tes posts LinkedIn, ça peut être aussi d'excellents posts sur Twitter, tu vois, ou inversement. Ouais. Donc en fait moi je pars plus de c'est quoi on va dire le type de format avec lequel tu es le plus à l'aise, ouais. Et par rapport à ça de se focus sur un format, et dans ce cadre-là ça peut être une ou deux ou trois plateformes. Mais effectivement quand même pour moi quand tu prends globalement dans les plus gros créateurs de contenu, tu deviens toujours d'abord maître d'une plateforme avant de le devenir quand même des autres. Aujourd'hui, tous les plus grands créateurs de contenu, ils sont par exemple d'abord devenus maîtres de YouTube, ou maîtres de Snapchat, ou maîtres de TikTok, peu importe, mais ils ont explosé sur une plateforme où ils ont leur cœur de communauté, et après ils sont allés sur d'autres réseaux sociaux. Et effectivement, je trouve que c'est quand même plus simple de faire comme ça. Et moi, la logique de juste tu fais un seul contenu et tu le transformes en post LinkedIn, en vidéo longue YouTube, en trade à côté de ça, en Twitter, etc., pour moi, ça marche, tu veux faire de la vitrine, mais si tu veux créer de la commu, ça marche pas. Tu vois. Donc, vaut mieux pour moi choisir effectivement quand même un format, et dans ce format-là, une plateforme sur laquelle tu as le principal focus, et peut-être une plateforme complémentaire auquel le format se rapproche de ton format initial, tu vois. Ouais, donc en gros, soit tu fais LinkedIn / un peu Twitter exactement. Facebook éventuellement si tu as exactement. Une audience de daron. Ouais. Soit tu fais des shorts à fond, soit tu te focuses réellement sur YouTube et tu focuses que sur YouTube mais sur du long content, et après tu essayes de voir dans ta création de contenu, une fois que tu as déjà atteint un bon step, comment de ces formats longs quand tu les scripts, tu vas pouvoir aussi en profiter pour intégrer dedans des parties de tes scripts qui vont pouvoir être utilisées en format court du coup et qui vont pouvoir être déclinés. Mais d'abord tu focuses sur les longs si jamais c'est réellement ça où tu es bon. Donc pour moi en fait ta stratégie elle se base toujours sur deux choses, c'est où est-ce qu'est ton avatar client et où est-ce qu'est ta zone de génie ou ta prédisposition, on va dire, à créer du contenu. Pour moi, ta strat, elle doit être basée sur ces deux choses-là, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu focus YouTube et mettre plein gaz dessus? Alors, moi, en fait, quand j'ai commencé au tout début, c'était beaucoup Insta. Et après, effectivement, je me suis redirigé sur YouTube.
Et avec le temps, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est, tu vois, à l'époque, un des premiers, on va dire, vrai business, plus structuré, etc., c'était une agence que j'avais montée quand j'avais 18 ans qui s'appelait IG Expert. Et pour le coup, genre, tu vois, avec cette agence-là, on avait pris des bureaux, on avait 250 mètres carrés, on avait une équipe de 10 personnes, on a fait quand même des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et j'ai jamais eu un client qui est venu du paid traffic ou de la prospection. 100% des clients sont venus de ma communauté. Et en fait, quand je creusais, je demandais de où, sont venus de YouTube. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que sur YouTube, c'était là où tu touchais l'audience la plus qualifiée. Parce que déjà, la grosse différence entre YouTube et les autres plateformes, c'est que sur YouTube, la plupart du temps, les gens consomment le contenu de façon intentionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tu vois, par exemple, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est quand tu es sur TikTok, par exemple, t'es toujours entre deux trucs. Par exemple, t'attends quelqu'un, ou peut-être, genre, je sais pas, genre, t'es aux toilettes, ou peut-être que, par exemple, tu t'ennuies, ou peut-être que t'es en même temps en train de faire quelque chose d'autre, mais t'es toujours entre eux. Ouais. Alors que quand t'es sur YouTube, en général, tu tapes, genre, tu vois une vidéo ou un créateur ou tu tombes sur quelque chose, tu le regardes déjà en général sur un écran qui va être plus grand, et ton focus, ton cerveau, il est en mode, je vais regarder une vidéo YouTube. Il est pas en mode inconscient, en mode, je suis sur TikTok en même temps que je fais un autre truc ou quoi, tu vois. Ouais, clairement. Donc ça change la qualité de l'attention du viewer. Ouais. Ça va changer donc du coup la qualité donc du coup de la vue que tu vas avoir. Et à côté de ça, la personne a beaucoup plus, on va dire, confiance en toi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es présent sur YouTube, il y a aussi une forme d'autorité. C'est comme avant, quand quelqu'un passait par exemple à la télévision, bah, tu te disais, ok, il passe à la télé, je peux le croire, tu vois. Bah, aujourd'hui, tu vois que les plus gros infopreneurs ou ceux qui se sont vraiment développés, bah, ils ont tous des grosses chaînes YouTube et c'est YouTube qui leur donne aussi l'autorité, tu vois. C'est le fait que ce soit sur YouTube. Parce qu'aussi, bah, tu as une barrière à l'entrée qui est plus haute sur le YouTube, la qualité elle est différente. Et donc, c'est une autorité qui est différente. Donc, moi, ça a été YouTube. Et après, en fait, ça a fait que se développer. Ou une des plus grosses erreurs que j'ai fait dans l'entrepreneuriat, ça a été d'arrêter ma chaîne YouTube. Je l'ai arrêté pendant 1 an et demi. J'ai eu une grosse période de vide et je l'ai complètement arrêté parce qu'en fait, mes business, des responsabilités que j'avais, etc., ont fait que j'étais beaucoup plus focus sur le contenu de mes clients que sur le mien. Et ça a été une erreur de la couper et ça a été très très dur de la reprendre. Mais ouais, YouTube pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable. Et plus le temps passe, plus je réalise à quel point c'est fort et plus à quel point c'est en train de remplacer complètement la télévision. Et pour moi, genre, tu sais, on peut souvent se dire, ouais, mais aujourd'hui, peut-être c'est un peu tard pour se lancer sur les réseaux sociaux. C'est un peu tard pour se lancer sur YouTube. Et moi, il y a un truc que je dis souvent, c'est, regardez par exemple le Bitcoin ou la crypto-monnaie, on se dit souvent que c'est une super opportunité parce que c'est encore, entre guillemets, quand même récent. Mais quand vous prenez la date de création des premiers réseaux sociaux, ou notamment, on va dire, par exemple, le TikTok ou Instagram, YouTube, etc., et la date de création de la crypto-monnaie du Bitcoin, vous verrez que ces deux dates-là, en réalité, sont assez proches. Et pour moi, même si je suis à fond sur la crypto et j'y crois à 2000%, je pense que la crypto, ça peut toujours avoir du risque, et il peut toujours y avoir des événements, des gouvernements, de la banque centrale, peu importe, qui peuvent faire que il y a des cryptos, il y a plein de choses qui peuvent complètement s'effondrer dans le système, alors que les réseaux sociaux, ça va rester pendant toute la durée et ça va faire que s'amplifier. Donc là, on reste quand même au début où ça fait quoi ? Ça fait genre peut-être 10 ans, 15 ans que les réseaux sociaux, ça existe. Donc imaginez dans 50 ans, dans 100 ans, ce que ça va être, tu vois. Et les créateurs qui se positionnent maintenant, dans 20 ans, dans 30 ans, il y a encore un boulevard. Parce que ça va continuer à se développer, les barrières à l'entrée vont continuer de monter, tu vois. Et surtout, c'est pas trop tard. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Genre, YouTube te met en avant face à des dizaines de milliers de personnes gratuitement. Et ils te payent même pour le faire, limite. Et ils te payent pour le faire. Et surtout sur YouTube, moi, ce que je dis souvent, c'est la ligue des champions des réseaux sociaux. Ouais. Genre, percer sur TikTok, Clairement. percer sur Instagram, etc. Aujourd'hui, t'es smart, t'es bon pour faire un hook. Tu peux avoir une vidéo qui pète. Mais sur YouTube, pour percer, rien que pour avoir 10 000 abonnés sur YouTube, c'est dur, genre, tu vois. Genre, t'as de l'investissement, t'as de la vraie réflexion, tu dois avoir le montage, la miniature, le SEO, la constance, etc. Et tu peux vite, quand tu te lances sur YouTube, avoir ce truc-là de... J'ai fait tous ces efforts-là, tout cet investissement, et ma vidéo, elle a fait quoi ? Elle a fait 513 vues, tu vois. C'est chiant. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est comme je disais au début, c'est la qualité de la vue que tu as. Parce que dans ces 513 personnes, tu auras sûrement plus de personnes qui vont acheter ton service, ce que tu proposes, que dans ton TikTok qui a fait 23 000 vues, tu vois. Ouais, c'est clair. On en parlait avec Antoine BM tout à l'heure qui était là. On parlait de gens en fait, qui ont des chaînes qui font 100 vues, 200 vues, 300 vues, mais en fait qui ont un vrai business derrière, qui en vivent. Tu vois, avec Jérémy, avec qui tu travailles, Jérémy, je sais plus c'est quoi exactement les chiffres qu'il fait sur YouTube par an. C'est genre 200K l'année Voilà, dernière. alors que pourtant, il a combien d'abonnés, Jérémy, sur YouTube ? 7000. Il a genre 7000, tu vois. Et c'est la preuve, tu vois, c'est la preuve typiquement de ça. Donc la qualité de l'audience.
Et j'avais un truc que je voulais dire justement par rapport à YouTube, un gros déclic que j'ai il y a pas longtemps, mais attends, ça m'est... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, t'inquiète, ça m'a... Non, t'inquiète, c'est moi, ça m'a... Mais après, toi, sur YouTube, j'ai aussi un truc qui est grave intéressant, c'est que toi, t'es revenu en force avec ton format, du coup, 24 heures avec, qui a vachement bien marché. Il y a deux trucs que dont je voulais parler avec toi là-dessus. Quelle est la différence que t'as vue dans la perception que les gens ont de toi entre avant et après ce format? Je pense que ça a tout changé. Ça a tout changé et ça m'est revenu ce que je voulais dire, tu vois, j'ai déjà fait des vidéos sur des formats courts qui ont fait des millions de vues. Il n'y a jamais personne qui m'a arrêté dans la rue ou qui m'a arrêté à un event en me disant ouais Siloane, genre je t'ai reconnu ou quoi. Pas que je cherche à être reconnu, mais je veux juste dire pour mesurer l'impact. Moi je le mesure souvent sur le monde physique et dans le monde réel. Quand je vais à des événements dans l'entrepreneuriat ou si jamais je suis dans des endroits où il y a des personnes de cette sphère-là, est-ce que les personnes, ça les a marqué, le contenu ou pas, tu vois. J'aime bien prendre le pouls, entre guillemets, du marché dans le monde réel, tu vois. Ouais, carrément. Et ce qui se passe, donc c'est que j'ai fait plein de snack content qu'on fait pas mal de vues, mais jamais une fois on est venu me voir en mode mec, genre ta vidéo elle a changé ma vie ou c'était vraiment impactant, etc. Alors que par exemple, le 24 Hours que j'ai fait avec Angel Fievez, le nombre, il a fait genre 250 000 vues environ, ce qui est beaucoup, mais ce qui est en même temps pas tant que ça. Mais le nombre de personnes, même déjà, qui m'ont arrêté dans la rue, qui ont reconnu cette vidéo, qui m'ont dit qu'ils ont eu l'idée de lancer un business qui aujourd'hui cartonne grâce à cette vidéo, etc., l'impact, il a été énorme. Et moi, depuis que j'ai lancé les 24 Hours, ça a complètement changé. J'ai relancé à ce moment-là une agence sur le personal branding. J'ai signé tous mes clients grâce justement à ce format-là parce que mes clients en fait étaient fans de ce format-là. J'ai fait que des deals à 5 000, 10 000 euros par mois qui venaient justement de ce trafic-là. Et surtout, ma posture, elle a changé. Ça m'a ouvert un réseau. Ça a tout changé. Et le truc qu'il y a, c'est qu'en plus, ce format-là, pour la petite anecdote, j'en ai jamais parlé, mais ça faisait 3 ans que je voulais le lancer. J'avais l'idée quand j'avais genre 18-19 ans à l'époque, parce que moi ça me faisait kiffer de passer du temps et de comprendre les mécanismes et les dénominateurs communs chez les gens qui ont un certain succès. Comme un peu, je sais plus si c'était Dale ou Andrew Carnegie justement qui faisait ça, qui l'expliquait dans son livre, qu'il avait étudié les dénominateurs communs du succès des plus gros entrepreneurs de l'époque. Et moi justement c'était un petit peu ça qui m'intéressait, et aussi le fait de kiffer passer une journée vraiment pour voir les backstage et la vraie vie de la personne. Et j'avais cette idée-là et je l'ai pas fait. Et après ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé en fait à voir arriver en France la mode du podcast, tu vois. Et maintenant on va dire voilà, ça s'est développé de plus en plus, mais il y a eu un moment donné vraiment où c'était en plein boom. Et moi en fait le marché des réseaux sociaux, pour moi c'est un marché comme tout. C'est comme, j'aime bien le comparer souvent par exemple à la musique. Si jamais tu le prends par rapport au marché de la musique, je te prends un exemple. À un moment donné, tu avais le courant qui s'appelait la trap, où tu avais par exemple, genre tu vois, Caris, Gradure, etc., qui allaient faire des sons très street, avec des clips, avec des meufs, avec des grosses voitures, etc. Et PNL sont arrivés avec un flow complètement différent, plus planant, avec pas de meufs dans leurs clips, pas de grosses voitures, etc. Et ce que je veux dire en fait par là, c'est que tu as toujours à un moment donné sur le marché où quand ça va trop dans un extrême, il y a une cassure du marché et on revient à l'autre extrême. C'est comme dans la mode, dans les vêtements, c'est comme dans tout. Tu avais la mode des gros logos, on est redevenu entre guillemets un peu old money, et une fois que tout va être old money, ça va repasser à une autre mode, tu vois. Donc il y a clairement ce phénomène-là. Et moi, ce que je voyais avec le podcast, c'est que ça allait vite être entre guillemets pas saturé parce qu'il y a toujours de la place, mais que ça allait vite, on va dire, commencer aussi à être répétitif. Et à côté de ça, aussi qu'en fait dans les podcasts, beaucoup de gens mentaient. Beaucoup de gens critiquaient par exemple notamment sur TikTok les entrepreneurs du business en ligne en mode oui ok tu dis que tu fais ça mais c'est où les preuves. Et donc moi avec ce format le but c'était d'arriver avec un format qui venait casser justement ça, qui mélangeait aussi l'information à du divertissement et qui était basé en fait sur le format qui est de base un des formats clés de YouTube qui est le vlog, tu vois. Et donc en fait le but c'était de prendre ce courant là, et à l'époque pendant que j'étais en train de le lancer, je voyais aussi des vidéos de Iman qui parlait justement du fait qu'il a lancé sa 2e chaîne de vlogging, que le vlogging ça allait revenir à fond. J'ai vu Jordan Welch qui a commencé à refaire ça, etc. Et je me suis dit ok c'est le bon timing, genre faut que je lance maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Smart. Et le premier d'ailleurs était avec Valorant, dans lequel on est dans ses locaux, donc dédicace à Valorant, et c'était top. Trop cool. Et du coup, là aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu as attaqué avec ce format-là, et tu as directement réussi à très vite avoir des invités un peu street cred sur le marché, alors que j'imagine que tu les connaissais pas forcément tous de base. Donc, ça a été quoi un peu ta strat, justement, pour très vite réussir à, tu vois, ça, c'est une très bonne question. Le raccourci, tu vois. Pour moi, c'est une très bonne question parce que ça résume vraiment toute ma manière de penser et de faire du business. C'est en fait, aujourd'hui, dans le business, il y a plein de choses où je suis moyen, genre en vrai. Mais s'il y a un truc où je suis excellent, c'est dans le réseau, genre, tu vois. Ça, le réseau, ça a toujours été mon truc. Et en fait, tout ça, c'était une stratégie qui était aussi réfléchie parce que moi, dans tout ce que j'ai fait, ma stratégie, ça a été toujours d'attaquer le marché par le haut. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des gens, genre, on va dire, qui cherchent à monter les marches et qui vont faire 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000, etc.
Moi, ma stratégie, c'était directement d'aller travailler avec les gros du marché et après d'aller vendre aux gens qui voulaient devenir comme eux, entre guillemets un peu wannabe telle personne, etc. Ouais. Et du coup, de leur vendre un accompagnement et de même pas avoir besoin de trop vendre parce que c'était juste, j'ai bossé avec telle personne, je veux devenir comme lui, c'est temps. Et en fait, depuis que j'ai commencé, ma strat, c'était ça. Donc ça m'a permis un peu de continuer de faire ça, mais à un autre step. Et donc comment ça s'est fait? En fait, déjà, faut savoir que le réseau, moi, je vois un petit peu les personnes aussi comme aussi des portes, où aujourd'hui, chaque personne connaît d'autres personnes auprès duquel il peut t'introduire. Et moi, toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent et tous les invités que j'ai, ça a été à chaque fois que de l'introduction et de la mise en relation. Parce que le truc qui a été dur, moi, dans mon format, c'est que inviter quelqu'un qui est un peu connu en interview ou en podcast, tu lui prends 1 heure, 2 heures, ça peut le faire. Ça se fait, ouais. Mais passer 24 heures avec lui dans son intimité, le mec, s'il te connaît pas, il peut se dire relou, genre, tu vois, genre flemme. Et en plus, moi, je visais des gens qui, de base, moi, les gens qui m'intéressent, c'est des gens qui, de base, vont te dire, de base, non, je veux pas faire ça. Parce que c'est chez eux, justement, qu'aussi le public va se poser le plus de questions. Parce que si jamais c'est un gars qui vlog déjà toute sa vie, tu sais déjà c'est quoi sa vie. Oui, c'est pas très intéressant d'aller faire le format. Moi, ce qui m'intéresse, et je le vois maintenant dans mes vidéos qui marchent, c'est pas forcément les gens les plus connus, mais c'est les gens sur lesquels il y a un peu une exclue. Par exemple, Angel, c'était ça, tu vois. Ouais. Angel, tout le monde le voyait passer sur les réseaux, mais personne ne savait réellement qui c'était. Là, j'ai un épisode qui sort très bientôt, peut-être qu'il sera déjà sorti au moment où cette vidéo sort, avec Elliot, dont pareil, qui est très connu dans le domaine de l'investissement, mais qui ne fait jamais d'interview. Donc déjà, en termes de choix de profil, j'ai choisi des gens qui avaient une notoriété, et qui avaient du transfert de communauté, mais autour desquels il y avait un peu un mystère. Et à côté de ça, donc des gens avec qui j'allais pouvoir bénéficier du transfert de communauté et qui construisaient des projets réellement intéressants. Donc le premier, donc, c'était Valorant. Ça s'est fait comment? C'est parce que d'abord, avant tout, Valorant, c'est un très très bon pote. Et je voulais quelqu'un avec qui je m'entends bien pour surtout faire le premier. Je savais que Valorant, il a aussi une bonne expertise, donc il allait pouvoir me donner du feedback constructif. Et aussi, je savais qu'en faisant Valorant, il y avait une décision aussi stratégique où, quand tu fais Valorant, t'as toute la team du Crayon qui rayonne, on va dire, de par leur réseau, de par les différents fondateurs. Et dans la vidéo, il y a Sixtine qui a passé un coucou, il y a Jules, il y a Antonin, il y a plein de personnes. Et donc, du coup, ça nous a aussi permis d'avoir un levier parce que toutes ces personnes-là ont repartagé la vidéo. Et donc, ça fait que dès la première vidéo, il y a eu un peu un effet d'omniprésence. Ouais. Et je savais aussi que même si Valorant, c'était pas forcément la personne la plus suivie, de une, c'était quelqu'un qui était intéressant, c'était quelqu'un qui était crédible, qui avait une bonne énergie et qui était aussi suivi, lui, pour le coup, par des gens que moi, je voulais faire. Ouais. Donc, c'est ce qui s'est passé. Guillaume Moubèche a vu la vidéo. Valorant nous a introduit justement, parce que moi c'était un profil Guillaume qui m'intéressait beaucoup. On a fait la vidéo ensemble, c'est trop bien passé. Théo Lyon, après comment ça s'est fait? Théo Lyon, en fait, je te raconte un peu les dessous, mais Théo Lyon, moi je consommais ses contenus. J'ai toujours bien aimé ce qu'il faisait. Et Théo Lyon, il a commenté la vidéo avec Moubèche en mode bâtard, t'as volé 30 minutes de ma vie, mais ta vidéo est incroyable, tu vois. Et moi, du coup, quand j'ai vu son commentaire, j'ai vu Théo Lyon a commenté ça. Je lui ai envoyé un message, un DM sur Instagram avec un petit smiley genre coquin, en mode ouais, t'as kiffé, genre tu vois. Et on a commencé à rigoler et tout, on allait manger ensemble au resto, ça s'est fait naturellement. Et après, en fait, ça s'est fait que comme ça, tu vois, avec des intros, des gens qui ont vu la vidéo, d'autres trucs. Et c'est hyper puissant parce que du coup, j'ai du transfert de communauté. Et même moi, en fait, d'un côté, j'adore faire ce format-là. Et j'apprends beaucoup de choses aussi moi, tu vois. Typiquement, quand j'étais avec Guillaume, ça je crois que Guillaume il le sait même pas, mais j'ai un pote à moi qui lançait un sas à ce moment-là, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, attends, quand je passe 24 heures avec la personne, en fait, c'est aussi 24 heures où moi je peux réellement lui poser mes questions. Et donc, genre, tu sais, à un moment donné, je lui dis à Guillaume, et d'ailleurs, disons par exemple, j'ai un pote à moi qui veut lancer un sas, tu penses dans telle situation, qu'est-ce qu'il devrait faire, tu vois. Et en fait, tu prends aussi de la valeur de la personne et tu passes une journée incroyable, t'apprends et tu crées du lien. Genre, moi aujourd'hui, les gens avec qui j'ai fait ces vidéos-là, genre, quasiment tous, c'est devenu des amis genre proches et ça soude, tu vois. Donc non, incroyable. Et ce format, il m'a changé d'un point de vue autorité, perception, mais aussi humainement. Et c'est aujourd'hui ce que je préfère faire dans tout ce que je fais, je pense. Ouais, et ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus, avec ta strat, un peu d'avoir un peu planifié le truc, mais en fait, t'aurais pu ne pas avoir une approche peut-être aussi stratégique et du coup, faire des épisodes avec des gens peut-être moins connus et tout. T'aurais investi la même quantité de travail, mais finalement, t'aurais un peu galéré, puis du coup les mecs connus ils auraient vu il a fait avec eux mais qui sont pas trop dans ma ligue, donc du coup bof, tu vas accepter. Là je trouve que t'as vraiment le truc de comment tu maximises ton output pour le temps de travail que tu vas y mettre, et derrière tu les respectes aussi parce que tu t'investis dans la meilleure vidéo qu'ils auront jamais d'eux-mêmes, quoi. C'est, parce que t'as dit, c'est exactement ça qu'on leur dit avec Terry, du coup moi Head of Content, on leur dit toujours, les gars ou les meufs, si là pour l'instant on n'a pas encore fait de femmes, mais si on en fait ça sera pareil, c'est à chaque fois on va vous faire la meilleure vidéo qui a jamais été faite sur vous de votre vie. Et genre on s'y engage. Genre vous allez voir quand la vidéo elle va sortir, si vous pétez pas un câble, s'il n'y a pas une larme que vous avez envie de lâcher, si jamais c'est pas un témoignage de qui vous êtes profondément, c'est qu'on a raté notre mission. Et on rate pas une mission, tu vois. Donc c'est à chaque fois, alors, on arrive avec cette intention-là,
on veut faire la meilleure vidéo possible. Et ça, pour moi, un bon secret sur YouTube, c'est MrBeast justement qui expliquait ça. C'est si vous voulez faire plus de vues et avoir une plus grosse communauté, c'est simple, faites de meilleures vidéos. Et en fait, plus l'input est de qualité, plus l'output est de qualité. Si jamais vous ne réussissez pas à faire exploser votre chaîne YouTube, c'est qu'il y a 2 raisons pour ça. Soit c'est que vous ne faites pas des vidéos assez qualitatives, soit c'est que vous n'êtes pas assez régulier. Et donc l'idée, c'est à chaque vidéo d'essayer d'améliorer quelque chose. Et nous, c'est ce qu'on a fait, genre, tu vois. Chaque vidéo, justement, le but, c'est d'améliorer quelque chose. Et du coup, pour moi, le but sur ce format-là, tu vois, c'est d'aller au plus gros step. Genre, je sais pas, genre, je veux faire 24 heures avec DJ Snake au Stade de France. Je veux faire 24 heures avec Elon Musk. Je veux faire 24 heures avec Dana White ou, genre, je sais pas, Joe Rogan. Je veux faire 24 heures avec Hormozy. Genre, c'est ça l'objectif, tu vois. Et sur cette logique de raccourci, je sais que toi, tu as aussi des plans et tout pour la suite, de gros events et tout. Ouais. Ça, est-ce que c'est des trucs dont tu as envie de parler? Ouais, je peux en parler. Moi, j'ai pas. Non, je peux en parler, bien sûr. Parce que ça, je trouve ça. Enfin, je sais que tu nous en avais parlé et tout, Mastermind, et bah, voilà, si tu il y en a un en particulier, le truc dont je t'ai parlé là, avec. Voilà, en particulier. Je sais pas si jamais j'en parle directement ou pas, mais en vrai. Comme tu veux, sinon, moi, j'ai d'autres sujets, on peut parler. Non, en vrai de vrai, je peux en parler. En soi, ça fera, on va dire, un build-in public. Ça fera un build-in public, on va dire. Tu pourras regarder l'extrait quand ce sera fait. L'idée, c'est quoi? C'est que j'ai envie de faire chaque année le plus gros événement en France sur la thématique du personal branding. Et d'inviter à chaque fois, donc du coup, des potes à moi ou des personnes, on va dire, qui sont à un très haut niveau de réussite dans ce domaine-là. Donc là, le premier événement va normalement être annoncé donc, pour d'ici la fin de l'année. Donc ça sera un événement où je pense qu'on fera environ 500 personnes. Il y aura donc très sûrement des personnes que vous avez déjà vues dans les 24 Hour Wiz, très sûrement mon associé Taylor Chiche, Angel du coup qui de base ne fait 0 événement de ce style-là, mais qui a accepté du coup pour l'occasion. Et l'idée c'est de prendre des gens dans des sphères complètement différentes qui ont réussi grâce au personal branding. Donc pas que des gens qui sont dans l'infoprenariat, mais par exemple quelqu'un qui a développé une agence et qui est aujourd'hui leader de son domaine grâce au personal branding. Quelqu'un qui a développé un SaaS, qui est leader de son domaine grâce au personal branding aussi. Quelqu'un qui a réussi par exemple dans l'immobilier, dans les startups, qui a levé des dizaines de millions grâce aussi à son personal branding. Et de montrer qu'en fait ça va bien au-delà de juste vendre une formation, un coaching, etc. Mais qu'en termes de développement, de rayonnement, ça peut aider dans plein de secteurs différents. Donc l'idée pour moi c'est d'abord attaquer sur le marché français avec ça, de ramener chaque année une énorme star, donc du coup américaine, on va dire très connue. Et pour moi, le but, voilà, c'est de louer le Grand Rex d'ici 1 an et demi, de faire 2800 personnes et de ramener voilà, l'entrepreneur peut-être le plus connu au monde quand on parle de personal branding, la référence de tout ça. À ce moment-là, je ferai une vidéo et on en reparlera. À ce moment-là, il faudra regarder c'est ça. Les formats building public. Et tu vois, moi, c'est ça qui me fait kiffer, tu vois, c'est rassembler aussi, c'est fédérer et c'est justement ramener des personnes différentes autour de cette expertise-là, tu vois. Ouais, carrément. Et sur là, on parle de format depuis tout à l'heure, tu vois. Pourquoi c'est important les formats? Et pour toi, c'est quoi qui fait qu'un format va marcher, tu vois? Pour moi, un format aujourd'hui, c'est essentiel parce que ta création de contenu, tu dois pouvoir mettre en place un process comme dans ton business. C'est comme si jamais je te disais, par exemple, aujourd'hui, disons, tu as une agence, toi, Baptiste, par exemple. Si jamais tu n'avais pas tes offres qui étaient packagées, genre, toi, si jamais tu n'avais pas des offres et que tu étais juste en mode un jour je fais ça, un jour je fais ça, un jour je fais ça, bah, tu peux pas avoir la même qualité de process et tu peux pas être aussi bon dans ton domaine que si, par exemple, tu vends une offre d'accompagnement, par exemple, bah, typiquement sur YouTube où tu as telle chose pour tel avatar, etc. Donc, le fait de packager un format, ça te permet aussi de pouvoir dupliquer, de pouvoir mettre en place des process et d'avoir une certaine qualité aussi, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça déjà l'idée d'un format, tu vois. Après, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu as différents types de formats de contenu, le facecam, les vidéos d'analyse, des vidéos de divertissement, du vlog, etc. Donc, c'est de te baser sur un format qui fonctionne déjà. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait pour mes clients. Par exemple, typiquement, il y a Mon Plan Imo, tu vois, que j'ai beaucoup accompagné sur leur personal brand sur YouTube. Ils cherchaient justement un concept à mettre en place qui serait adapté à leur niche. Donc, Mon Plan Imo, ce qu'ils font, c'est eux, ils proposent de l'accompagnement pour pouvoir acheter et développer donc du coup des biens atypiques. Donc tout ce qui va être par exemple cabane, boat house, ça peut être love room, etc. Et donc je suis parti du constat simple, je leur ai dit, dans l'immobilier, c'est quoi aujourd'hui le format qui est viral et qui marche? Et en fait, ma réflexion, elle s'est vite amenée, je leur ai dit, c'est les house tours, genre c'est un peu les home tours. Sauf que ça marche que sur des biens d'exception ou sur des biens atypiques. Parce que si jamais tu prends un bien, on va dire, tu as fait une coloc, je sais pas, à Toulouse, et que tu veux faire un room tour, ça va pas péter, tu vois. Mais si tu fais une grosse miniature avec un bien complètement atypique ou quoi, les home tours, etc., ça intéresse. Donc le but, c'est de se baser sur un format que tu sais qui marche déjà sur le marché. Comme moi, les concepts 24 heures avec, je suis pas le premier au monde à l'avoir créé. Il y a plein de médias qui l'ont fait avec des artistes, avec des rappeurs, avec des acteurs, etc. Donc je sais que c'est un format qui est déjà validé par le marché.
Donc l'idée après c'est de l'adapter par rapport à ta niche. Et donc mon plan IMO, on a créé un format, donc toujours pour un format, moi je mets un nom. Le format donc qu'on a fait s'appelle Découverte atypique, qui reprend un peu aussi les formats un peu qu'on pouvait entendre à la télévision en termes de noms, etc. Donc Découverte atypique, où ils partent à la découverte de biens atypiques, et où en fait ça démarre par un home tour du bien, et où après il y a un podcast un peu où ça part en plein milieu, en mode du coup combien il a coûté ce bien, ça a été quoi le coût des travaux, quelle renta ça apporte, pourquoi c'est plus intéressant que faire de l'immobilier classique, et ça leur permet aussi de mettre en avant ce qu'ils font. Mais on se base et on incorpore la valeur dans un concept qui fonctionne déjà, tu vois, dans un packaging qui fonctionne. C'est ça qui est important. Ouais, c'est ça. C'est l'information, elle est là. Toi, tu as ton expertise. Mais il s'avère qu'il y a déjà des trucs qui ont été testés sur YouTube qui marchent déjà. Donc, autant ne pas repartir de ce qui marche sur le marché. Pas de... En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est faut partir, et ça peut paraître contre-intuitif, mais il faut partir d'un packaging qui existe déjà et mettre l'essence ou l'âme dans ce packaging-là qui est la tienne, tu vois. Et non l'inverse, tu vois. Faut pas partir de toi enfin tu vois faut pas partir, je veux dire, de mettre un packaging qui est toi et l'intérieur le copier. Non, c'est l'inverse. Tu prends des formats qui fonctionnent déjà et tu les fais avec ta patte personnelle, avec ton énergie. Et ça va faire la différence, tu vois. L'énergie en tant que créateur de contenu, pour moi, elle est hyper importante, tu vois. Ce qui fait que les gros youtubeurs, ils marchent bien, c'est qu'ils ont une certaine énergie à laquelle tu t'attires, à laquelle tu t'accroches, genre, tu vois. Il faut que ton format matche avec ton énergie, tu vois. Et on en revient à si t'es bon en analyse, si t'es bon en storytelling, si t'es quelqu'un, au contraire, par exemple, à côté de ça, qui a beaucoup d'énergie, etc., les formats vers lesquels tu vas t'orienter vont être différents. Ouais, c'est clair. Il y a tout qui est faisable. Il y a des mecs qui cartonnent en parlant devant un paperboard sans cut, genre Sam Ovens. Exactement. Compagnie. Et il est excellent dans ça. Et Sam Ovens, si vous voulez faire, ça se trouve, un format complètement différent, par exemple, je sais pas, comme moi je pourrais faire de 24 € quoi, il serait nul. Ou ça se trouve, moi, si je voulais faire du Sam Ovens, je saurais, mes vidéos, elles seraient nulles, genre, tu vois, elles seraient ennuyantes. Mais donc on en revient à trouver c'est quoi tes armes, travailler un peu d'introspection, comme dans le business par rapport à ta zone de génie, et du coup de faire quelque chose qui est basé là-dessus où tu prends aussi du plaisir. C'est important la notion de plaisir, parce qu'il y a plein de gens qui créent du contenu, qui dupliquent juste des choses mais qui ne sont pas eux, et donc ils arrivent dans ce que j'appelle un peu le burn-out de la création de contenu, où vu qu'en fait ils portent un masque quand ils créent du contenu et que c'est pas eux, ils arrivent à un moment donné à une crise identitaire où même eux n'arrivent plus à se voir en vidéo, et donc au bout d'un moment ils arrêtent et ils cassent justement leur dynamique de contenu. Et c'est pour ça aussi que c'est important de faire du contenu avec lequel t'es aligné, qui est basé sur ce que t'aimes vraiment et là où t'es bon, et ton audience va le ressentir, tu vois. Tu peux trahir plein de choses, mais l'émotion que tu mets dans ton contenu et la passion que tu mets, c'est quelque chose qui est très difficilement imitable ou qui est très dur à manipuler l'audience. Pas le fake, ça se sent quoi. La sincérité, c'est le truc qui est très dur à fake. Ouais. Et du coup, pour repartir de ce qui marche déjà, tu peux regarder les chaînes de tes concurrents, trier par vidéos les plus populaires, faire ta petite étude. Toi, tu vois d'autres trucs à faire Moi, ce que je fais honnêtement, c'est je pense qu'aussi c'est un peu... moi, je pense qu'aujourd'hui aussi, un bon créateur, c'est un bon consommateur, tu vois. Je pense que toi, on en parlait la dernière fois, c'est pareil, tu passes tes journées des fois... Enfin, tu kiffes consommer du contenu qui est de qualité, tu vois. Et moi, par exemple, genre, je vois, genre, j'ai un peu ma routine, genre tous les soirs, je me commande un Uber Eats et je regarde une vidéo YouTube devant. Et donc, tu sais, j'arrive sur mon Explorer, mais quand je regarde du contenu sur YouTube, tu sais, je le consomme, ou même sur TikTok, etc., avec un œil de producteur. Ça veut dire que vu que je sais qu'aujourd'hui je consomme beaucoup de contenu et que même je suis accro à ça, je l'utilise pour mon business. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple quand je suis sur YouTube, quand je vais être en train de manger, je vais cliquer sur une vidéo, j'ai toujours un peu la réflexion de mais attends, mais qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie de cliquer là ? Qu'est-ce qui fait, ça se trouve, que j'ai liké ce truc là ? Qu'est-ce qui fait que j'ai repartagé ce Reels en story ? Je me pose la question moi-même et j'essaye d'analyser c'est quoi le mécanisme dans lequel j'ai été pris. Et des fois, genre par exemple, il y a une miniature que j'aime, bam, je la screen, je la mets dans un dossier ou un truc. Et genre, je bosse pas comme un acharné dessus, mais juste en fait, ça me permet d'avoir un peu plein d'idées et je crée à partir de ça, tu vois. Par exemple, typiquement, je sais que moi je passe beaucoup de temps par jour aujourd'hui maintenant sur TikTok ou sur des Reels où genre juste je suis accro à ça comme beaucoup. Mais du coup, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, je me suis mis la règle, je ne suis que des comptes qui sont dans ma thématique et qui vont m'apporter de la valeur. Comme ça, même quand, entre guillemets, je perds du temps, je sauvegarde ces posts-là dans des dossiers. Et donc, du coup, en fait, après, j'ai un process où après, mon monteur, par rapport à la banque d'images qu'il a de moi et tout, il va pouvoir créer du contenu avec ça, vu qu'il est dans l'album partagé sur Insta. Et donc, du coup, en fait, le temps, entre guillemets, que je perds, c'est mon temps, en fait, de veille concurrentielle qui me permet d'avoir toujours des idées ou des choses par rapport aux trends du marché. Donc, le but, c'est d'utiliser un peu ton vice, ce truc-là, pour devenir un bon consommateur et donc un bon producteur, tu vois. C'est un peu ça l'idée dans laquelle je suis, et c'est comme ça un peu que je vois les formats, je vois ce qui marche pas et tout, tu vois. Et d'ailleurs, ça, je pense que pour choisir la plateforme où tu vas, c'est aussi un critère de base, quoi. C'est où est-ce que t'aimes regarder déjà. Parce que moi, si tu veux, j'avais fait des contenus courts à un moment donné, du TikTok et tout, tous les jours, 3 mois. Bon, au bout d'un moment, ça m'a saoulé, tu vois, j'ai arrêté. Mais parce qu'en fait, moi-même, je regarde pas TikTok ou les contenus courts. Et donc, du coup, tu perds le sens aussi de ce que tu fais, quoi. Parce que tu dis, qu'est-ce que je suis en train de faire ?
Alors que là, du YouTube, où je suis tellement fan, tu vois, que genre quand on fait une vidéo, je kiffe, quoi. Ouais. Je me dis, j'adore. Ah, tu prends du plaisir et ça se ressent. Ouais, donc ça, c'est... Et toi, tu as aussi le format podcast aussi que vous avez lancé avec Taylor. Pourquoi vous êtes parti sur un format podcast ? Qu'est-ce qui vous a chauffé à faire ce choix-là stratégique ? Moi, du coup, pour ce podcast-là, donc Important Talk, ça fait depuis des années que je saoule Taylor à lui dire, frérot, mets-toi sur YouTube. Le vrai game, il n'est pas sur Insta. Insta, c'est lourd, mais le game, il est sur YouTube. Et au début, genre, tu sais, il voyait l'impact que pouvait avoir YouTube, mais il se rendait pas vraiment compte de la puissance comparée aux autres réseaux sociaux. Genre, tu vois, il se disait juste, c'est un peu YouTube, t'as le divertissement et tout. Et en fait, à un moment donné, on a réfléchi vraiment, on avait un peu lancé de contenu sur sa chaîne perso, on était monté à 10 000 abonnés, il avait vu, genre, juste en peu d'abonnés que, putain, il y a un truc à faire et que le gens, ça allait quali, etc. Et en fait, moi, je lui ai dit, regarde, je voulais depuis longtemps développer sa chaîne, mais tout ce qui était vlog, pour moi, ça cartonnerait. Et je pense qu'on va en faire. Mais le problème qu'il y a pour les vlogs, c'est que, on va dire, il faut toujours qu'il puisse être vraiment dispo sur une journée, il faut qu'il ait le droit de pouvoir filmer, il y a des fois beaucoup d'imprévus, c'est plus de logistique, etc. Ouais. Et je suis parti du principe, je me suis dit, ok, c'est quoi la plus grosse zone de génie de Taylor ? Donc c'est quoi, on va dire, vraiment cette zone de génie-là ? Et comment, et moi aussi, c'est quoi ma zone de génie ? Et c'est quoi nos armes ? Et comment, c'est quoi les armes qu'on a que personne d'autre n'a sur le marché ? Ouais. Ces armes-là, c'est le réseau. Moi, j'ai un bon réseau, mais Taylor, lui, il a un réseau aujourd'hui qui est dans d'autres sphères, tu vois. Et donc, je lui ai dit, en réalité, t'as déjà tout le réseau. On a aussi une autre arme, c'est qu'on avait un de ces apparts qu'on a transformé en studio, sur lequel on s'est associé, donc Cast. On fait de la location, etc. Et donc, on avait tout le setup. Et donc, on avait le studio qui était là, on avait tout son réseau qui était là, on avait moi, on va dire, qui kiffe poser des questions à des personnes qui ont un certain niveau de réussite, tu vois. Donc, il y avait beaucoup d'ingrédients. Je me suis dit, ok, vas-y, on va lancer un podcast. Il y avait Taylor qui faisait que de répéter tout le temps le mot important. J'ai dit, vas-y, viens, on fait un podcast. Il va s'appeler Important Talk. Et on fait ça comme ça. Et on invite tous tes potes. Et je vous pose des questions. Et à côté de ça, pour moi aussi, l'intention, c'était aussi de faire évoluer l'image de Taylor. Avec qui, du coup, maintenant, je travaille depuis 4-5 ans. Avec qui on a été associés sur beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, les gens le voyaient beaucoup comme un mec qui pouvait, pour ceux, je parle bien évidemment de ceux qui ne le connaissent pas, comme un mec qui se prend en photo avec des stars sur Instagram. Parce qu'il a beaucoup de photos avec Jamie Foxx, Chris Brown, DiCaprio, etc. Mais on ne sait pas de base réellement qui il est et ce qu'il fait, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, pour moi, l'intention aussi, c'était de créer un format où on allait pouvoir le positionner, entre guillemets, à égalité à chaque fois avec l'autre personne en face, pour qu'en termes d'autorité, ça le légitimise et qu'avec du format long, on se rende compte réellement de qui il est plus profondément et qu'on puisse aussi se faire un changement d'image là où avant il avait un côté un peu plus show-off, etc., de rentrer plus dans quelque chose où les gens l'apprécient aussi, pas seulement pour ce qu'il représente et un peu le lifestyle, mais aussi pour l'homme qu'il y a derrière et humainement qui il est. Parce que même si le lifestyle, etc., ça attire, tu crées pas la même relation et la même connexion émotionnelle avec les gens qui te suivent. Tu peux pas créer des vrais fans comme tu peux le faire quand les gens rentrent dans ton système de pensée et connectent avec toi plus en profondeur. Donc c'était aussi ça l'intention. Et donc du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on l'a développé. Et ça allait assez fort parce que les premiers guests qu'on a eu Jérôme Chabin qui a monté Yadé, qui est valorisé à plus d'1 milliard. On a enchaîné, on a fait Matt Pokora, on a fait Kev Adams. On a fait qui ? On a fait Tony Parker. On a fait Yomi Denzel. Et ça encore, c'est que les premiers qu'on a fait. Genre là, on va faire vraiment les plus grosses personnes au monde, genre, tu vois. Et là, cet été, normalement, on part à Los Angeles et on va tourner voilà, des amis de Taylor qui sont à LA, qui sont, on va dire, de notoriété, qui sont dans d'autres sphères. Et c'est un kiff, tu vois. Et pour nous aussi, le but, c'est à travers ce format-là aussi, c'est ces personnes-là, souvent, elles n'ont pas l'opportunité de s'exprimer sur des sujets, on va dire, plus profonds que leur carrière, que leur actu, etc. Et donc, pour nous, le but, c'était aussi de pouvoir les aider à mettre en lumière, on va dire, le côté entrepreneur de qui ils sont. Par exemple, on a Matt Pokora qui nous a parlé des investissements immobiliers, des erreurs que font beaucoup d'artistes. Tony Parker qui nous a expliqué comment il a préparé sa transition professionnelle avant de sortir du sport, justement. Plein de sujets comme ça, super intéressants. Et nous, l'idée vraiment sur Important Talk, c'est d'avoir soit des gens qui ont fait une boîte à 1 milliard, soit des gens qui sont vraiment importants dans leur domaine. Et d'avoir un standing, on va dire, de qualité justement dessus, tu vois. Ouais, carrément. Bah, ça, d'ailleurs, c'est un truc assez impressionnant, la rigueur... Je sais qu'on en parlait, mais le côté, pour que l'image de marque soit strict, c'est ça. C'est ça. Et non pas street. Il faut refuser des trucs aussi. Il faut refuser des fois des mecs street, ouais. Mais, c'est exact. Et moi, ça a été la même chose sur le 24 heures, tu vois. J'ai des potes que j'aurais pu faire, je sais que les vidéos auraient été virales, mais si j'avais fait ces potes-là, je pense pas que des Guillaume Moubèche, je pense pas que des Théo Lyon, je pense pas que d'autres personnes que je vais faire auraient accepté de mélanger leur image avec moi. T'as aussi des fois des gens qui, même si tu peux être ami avec eux dans la vraie vie, etc., avec qui c'est pas forcément bon d'associer ta brand. Nous, sur Important Talk, on a eu des personnes qui ont monté des boîtes incroyables, qui sont aussi des entrepreneurs ou des créateurs de contenu ou des personnalités qui sont incroyables, mais qui ont une certaine image. Et aujourd'hui, en fait, si jamais tu veux que ta brand, du coup, soit forte,
comme on en parlait, ça va être aussi par qui est-ce que tu vas refuser quand tu vas avoir de la demande et que tu restes sur ta ligne de conduite. C'est pour ça qu'avec Taylor, aujourd'hui, des fois, on va préférer aussi faire des fois certains podcasts qui vont être un peu des épisodes hors série à deux, plutôt que d'inviter des gens pour inviter des gens qui vont venir casser un petit peu la qualité de la brand qu'on est en train de construire. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment, vraiment important, tu vois. Et pareil, tu vois, dans la DA, on a créé du coup un concept, donc Important Talk. On a développé du coup une marque de merch avec Important Club. On a fait en sorte qu'il y ait un gros logo qui soit derrière. On a créé un générique qui est dans l'ADN. Dans l'univers de C'est marque ça, du où truc. tu peux voir Mike Tyson, où tu peux voir Usain Bolt quand il est en train de faire son record du monde, où tu peux voir Elon Musk qui fait sa danse. En fait, que des moments iconiques, parce qu'on voulait ramener sur le marché français le côté un peu culture, tu vois, un peu culture aussi américaine, le côté dépassement de soi, et créer quelque chose qui à la fois soit corporate, mais qui à la fois soit aussi cette notion-là de culture, un peu pop culture, etc. aussi, tu vois. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas ça sur le marché. Ouais. Il y avait soit des trucs un peu street, soit des trucs très corpo, un petit peu chiants. Et donc nous, le but, c'était de se positionner entre les deux. Tout ça, ça revient justement à créer un concept où c'est pas un podcast, mais c'est Important Talk. Et c'est ça qui fait que tu as une brand qui est forte et qui te permet justement d'aller sur des steps beaucoup plus hauts. Ouais, et c'est clair que du coup, le branding par association, ton image de marque, du coup, c'est ta réputation. Donc à la fin, c'est pas toi qui la contrôle, c'est vraiment, elle est détenue par tous les gens qui te connaissent, quoi, un peu dans leur cœur. Et c'est vrai que selon avec qui tu t'associes, ça l'a très important. Et si vous avez un podcast, moi je vous le recommande vraiment, parce que pour travailler avec des gens du coup qui ont une certaine notoriété et qui sont à un très gros niveau de réussite dans leur business, quand vous leur demandez de passer sur votre podcast, une des premières choses qu'ils regardent, avant même de voir juste le nombre de vues, etc., ça va être qui est passé avant dessus et qui vous êtes vous. Parce qu'ils n'ont pas envie que quand la vidéo se termine, il y ait la vidéo d'après avec tel mec, par exemple, qui a des propos qui sont complètement à l'opposé de ce qu'il peut penser ou quoi. Donc ça, c'est très très important aussi de filtrer. Et au contraire, si vous avez fait telle personne, ça peut vous débloquer une autre personne. Et en termes de réseau, le fait de développer un podcast, c'est incroyable. Et Taylor a été très surpris et il l'a vu. Sur Instagram, il fait des reels, des contenus qui font des millions de vues. Mais c'est rare qu'on vienne lui dire vraiment qu'on a regardé une de ses vidéos, etc. Là, depuis le podcast, même à son bureau, à Shares, etc., tous ses employés, tout le monde regarde les podcasts. Et pourtant, les vidéos, elles font des vues aujourd'hui. C'est pas le plus gros podcast aujourd'hui de France, mais c'est l'ambition pendant quelques temps. Mais tu sens que l'impact, il est réel, c'est la puissance de YouTube. Tu sens que Taylor, ça lui a apporté des vraies opportunités business. Moi, ça m'en a apporté aussi. Et alors que pourtant, aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, on a que genre 10 000 abonnés. On a fait 10 000 abonnés genre en 1 mois et demi. Mais c'est puissant, quoi. Et là, il a compris, maintenant, il est à fond YouTube. Il est en mode, vas-y, attends, viens, on redéveloppe ma chaîne, viens, on développe une chaîne secondaire. Là, il est à fond, tu vois, il a compris le truc. Ouais, bah, ça m'étonne pas. C'est le contenu long, de toute façon. Je crois qu'il faut 7 heures en moyenne que tu passes avec une personne pour vraiment que ça l'intègre en mode, tu vois, quand tu vois une personne que tu connais dans la foule, elle se distingue, tu vois, si tu vas à la gare chercher un proche, tu vois que des inconnus qui passent, voilà, et là tu vois ta copine ou n'importe qui que tu connais bien, et elle pop dans la foule. Et je crois que c'est genre, si tu as passé 7 heures avec la personne à peu près, bah, c'est à peu près le temps pour avoir une vraie relation. Et ça, c'est intéressant parce que tu vois, pareil, quand on parlait de trend, tu vois, et de changement et de cassure et de cycle du marché, à un moment donné, pour faire un peu l'analyse du marché aujourd'hui sur la situation actuelle, bah, ce qui était à la mode encore il y a quelques mois, c'était un peu le snack content à la Hormozy, ultra dynamique, des sous-titres qui pop-up de partout, et du format très court, genre 30 secondes. Et tu vois, même par exemple, Hormozy, là d'ailleurs, il a annoncé son changement de DA, etc. Ce qui revient aujourd'hui à la mode, c'est au contraire des formats beaucoup plus longs. Par exemple, pour ça que moi maintenant, mes 24 Hour Wiz, ils font en moyenne 45 minutes. T'as vu par exemple récemment des vidéos qui ont été faites par pas mal de gros acteurs du marché qui font des guides complets qui peuvent durer 2 heures, 3 heures, même 5 heures certains. Et en fait qui vont être axés full valeur. Et tu vois, là on repasse dans une trend où aujourd'hui le format court ça a un peu bassiné tout le monde, et aujourd'hui les gens veulent revenir à du contenu plus profond, où il y a plus de valeur, où il y a plus de sens, et commencent à en avoir marre. Comme quand par exemple il y avait tous les influenceurs en mode Dubaï, machin et tout, où maintenant les gens cherchent plus des micro-influenceurs avec des choses plus profondes, etc. Donc c'est toujours ces choses-là de vagues. Et pour moi, un excellent entrepreneur ou un excellent créateur, c'est quelqu'un qui a une bonne lecture du marché et qui va pouvoir lire justement l'évolution du marché et se positionner par rapport à ça et être toujours en fait dans la vague, genre tu vois, à surfer le bon timing, tu vois. Pour moi, c'est ça un bon entrepreneur, un bon créateur. Et là, pour un entrepreneur qui voudrait commencer à surfer maintenant, donc là, il y a le format long. Toi, c'est quoi un peu les opportunités que tu vois sur YouTube, par exemple ? Bah, ça dépend toujours, quand tu te lances, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ton intention ? Est-ce que ton objectif, c'est de devenir connu ? Est-ce que c'est d'avoir une communauté hyper engagée ? Est-ce que ton objectif, il est purement pécunier, c'est de vendre, donc du coup, tes services et ce que tu fais ? Où est-ce qu'est ta zone de génie ? Pour moi, on en revient à ça. Si jamais tu es excellent pour du format long, fais du format long. En fait, ça en revient à ce que je disais au début de la vidéo, c'est vraiment où est ton avatar client et dans quoi tu es bon.
Moi, quelqu'un qui démarre, je lui recommanderais de se baser sur ces deux choses-là, après d'analyser c'est qui les meilleurs créateurs de son domaine, ou alors c'est qui les créateurs qui sont en train d'exploser en ce moment même, quel type de format mettre en place, et lequel de ces formats-là lui parle le plus, comment le dupliquer et l'adapter avec le même type de structure de vidéo, de hook, etc., mais avec son énergie propre et avec son storytelling, son histoire, tu vois. C'est ça, moi, que je recommande, tu vois. Et ça, c'est un conseil qui est intemporel, qui peut être utilisé à toutes les... peu importe l'étape du marché. Ouais, c'est clair, c'est les basics, enfin c'est le playbook. C'est un peu le mindset à avoir pour moi dedans. Ouais, grave. Et il y a un sujet dont je serais chaud de parler, et j'aimerais bien faire une vidéo justement dessus bientôt, vraiment complète. C'est un déclic que j'ai il y a pas longtemps, on en parlait dans le mastermind, c'est la notion de PIB de communauté. Ah oui. C'est en fait cette notion-là où j'ai un peu ce déclic il y a pas longtemps, où aujourd'hui, par exemple, tu vois, je vois que, par exemple, typiquement sur le podcast qu'on fait avec Taylor, ou moi, même dans ma commu, j'ai pas la plus grosse commu du marché, il y a plein de gens qui sont beaucoup, beaucoup plus suivis. Moi, je crois que toute plateforme confondue, j'ai à peu près 100 000 personnes qui me suivent entre YouTube et Insta. Mais, genre, en fait, maintenant, ce qui me permet de juger un peu qui a la communauté la plus quali, je me base plus uniquement sur les métriques du nombre de vues, mais je me base en fait sur le PIB. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, je pars du principe où si jamais j'additionne le pouvoir d'achat de tous les gens de ta communauté versus ma communauté ou telle communauté, qui est le plus puissant. Et pour moi, quand tu développes ta communauté, c'est un peu comme si tu étais en fait le président ou le roi, l'empereur, ce que tu veux d'un pays. Et donc du coup, tu peux avoir différentes stratégies. Soit tu peux être Monaco, soit tu peux te dire, je vais être par exemple, je sais pas, un pays genre beaucoup plus pauvre, on va dire, et immense. L'Inde. Ouais, l'Inde, tu vois. Bon, l'Inde qui sont maintenant aussi quand même très riches, qui ont une stratégie qui est très bien, où tu peux être, je sais pas moi, le Zimbabwe ou tel pays ou tel... En fait, peu importe, mais c'est quel pays tu veux être et quelle stratégie t'adaptes. Est-ce que tu fais du contenu de niche, par exemple, un peu, typiquement, par exemple, Jérémy dont on parlait, qui va faire beaucoup d'argent avec une audience qui est qualitative, mais qui va pas être très connue. Est-ce que tu vas vouloir faire du mass market et gagner de l'argent sur la masse, etc. Mais voilà. Donc à la fin, ce qui compte, c'est le PIB de la communauté. Tu peux le développer soit par le nombre, soit par le panier, entre guillemets, moyen par personne. Tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que dans ma commune, par exemple, typiquement sur YouTube, j'ai que 40 000 abonnés. J'ai ma dernière vidéo, tu vois, où je parlais du Mastermind Personal Figures, qui était mon Build in Public The Journey, qui a fait 1800 vues. Et quand tu vois 1800 vues, tu peux te dire sur une chaîne un peu comme la mienne, genre, tu vois, c'est un flop, tu vois. Genre 1800 vues pour 40 000 abonnés, genre, mec, ta vidéo, elle a pas marché. Sauf que dans les 1800 vues, j'ai des mecs qui ont regardé ma vidéo, qui l'ont commenté ou qui m'ont envoyé des messages en privé, qui sont des PDG de boîtes que tout le monde connaît, par exemple, j'ai un gars qui a 950 salariés qui fait plus de 200 millions par an, et qui m'a envoyé une vidéo, qui m'a envoyé un message en mode ouais, j'ai regardé ta vidéo, ça m'a touché, sache que si jamais un jour t'as un projet, t'as besoin de quoi que ce soit ou quoi, genre je suis là, tu vois. Et en fait, rien que cette vue-là a rentabilisé tout l'effort que t'as fait. C'est ça, en fait, cette vue-là, je préfère faire des vues avec des gens comme ça que des vues avec des débiles sur TikTok. Je dis pas que tout le monde est débile sur TikTok, mais qu'avec du mass market qui comprend rien à ce que je fais à mon message. Donc en fait, pour moi, c'est aussi la qualité et la profondeur. Et c'est ça qui est important. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer. Quand j'ai quelqu'un qui me... Et c'est ça, et en plus, j'en parlais avec Terry, on était dans le sud il y a pas longtemps pour un tournage à Cannes et Monaco. Il y a quelques personnes qui nous ont un peu reconnus, des vidéos, etc. Et à chaque fois, moi, quand les gens, tu vois, on parle un petit peu, etc., je leur demande toujours, en gros, comment ils m'ont connu, quelle vidéo, et souvent c'est YouTube, et qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tu vois, je leur pose toujours la question. Et à chaque fois, c'est des mecs intéressants. Genre, la dernière fois, il y avait un mec, dédicace à lui, il s'appelle Amine, il vient me voir et tout, on était à Cannes et tout, et je me demande, il fait quoi dans la vie? Le mec, il était pilote avec un super job, genre chez Emirates, tu vois, et c'est lui qui conduit genre les meilleurs Boeing, les trucs et tout, ou la dernière fois, c'était un mec qui avait une marque en e-com, qui faisait des millions, qui était dans l'IMO, genre, c'est de l'audience qui est quali. Et moi, en tant que créateur, je veux pas être connu, genre avoir forcément des millions et des millions, mais je veux être connu par des gens qui sont smart. Et ça me fait kiffer, tu vois, de me dire que tu touches des gens qui sont intelligents et qui respectent ton contenu et qui respectent ce que tu fais. C'est incroyable. Pour revenir du coup au PIB de communauté, donc t'es le président de ton pays, ton but c'est de le développer, tu dois choisir ta strat, et après pour le développer comme un pays, bah, tu vas pouvoir faire des alliances avec d'autres pays, donc des transferts de communauté par rapport au marché que tu vas toucher, comme un peu dans Risk, tu vois, le jeu de société ou quoi. Tu vas pouvoir te dire, vas-y, je fais une collab avec telle personne parce que ça va me permettre d'attaquer tel marché, genre, tu vois. Ou par exemple, typiquement, ce que tu vas devoir faire aussi, c'est quand t'es le président de ton pays ou la personne qui gouverne, à la fois tu vas devoir inspirer et avoir de l'autorité par rapport à ton pays, mais de l'autre côté, tu vas devoir aussi faire en sorte que le peuple, entre guillemets, s'identifie à toi et te respecte. Parce que si t'es trop décoré les deux, bah tu vas avoir une, entre guillemets, une révolution quoi, où les gens vont en avoir plus rien à faire de toi et vont plus consommer ton contenu. De l'autre côté, tu vas pouvoir aussi, sur la communauté que t'as, gagner de l'argent, mettre en place des taxes, on va dire vendre des produits, tu vois, pour monétiser ce que t'apportes. Mais si jamais tu taxes trop, si jamais t'es trop dans une logique de vente, ils vont se barrer. Et bah ils vont se barrer à Dubaï, tu vois, entre guillemets, genre, tu vois. Mais si jamais de l'autre côté tu taxes pas, ou si jamais tu mets pas des infrastructures et que t'apportes pas de la valeur à ta communauté, à ce que tu veux, etc., à ton peuple, ce que tu veux, bah de l'autre côté, pareil, ils vont partir. Donc en fait, maintenant, je le vois vraiment comme un pays et comment
bien développer le truc, genre, tu vois, et comment justement fédérer autour. Tu peux aussi faire un truc où par exemple il y a un autre pays que tu vas attaquer, une autre communauté, mais on va faire la technique du nous contre eux, tu vois, on va se battre contre telle cause. Donc en fait maintenant je le vois vraiment un peu la communauté de networking comme un jeu de stratégie où en fait faut à la fois avoir toute la partie humain, profondeur et tout, mais aussi la partie réflexion et stratège, tu vois. Et quand t'associes un peu les deux, c'est cool, tu vois, et c'est kiffant. Ça fait comme un grand nuage de points avec des intersections entre c'est ça, tu vois, et les tribus. connexions, et en fait maintenant je me rends compte, le réseau en fait c'est... Tu sais, t'as un peu, je crois que c'est le, je sais plus, c'est Milgram, je crois, c'était le physicien ou l'écrivain, je sais plus, Milgram qui disait ça. Tu sais, c'est la règle, je crois, c'est des 5 poignées de main, ou des 7, je sais plus. Où en fait, on dit que t'es à 5 poignées de main de n'importe qui dans le monde. Par exemple, t'es à 5 poignées de main de Barack Obama, tu vois. Mais en fait, quand tu pars de ça, tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai juste trouvé la bonne personne, qui m'a trouvé la bonne personne, à la bonne personne, à la bonne personne, à la bonne personne, pour arriver au plus haut niveau mondial. Et moi, en fait, du coup, c'est comme ça maintenant que je raisonne. Et du coup, une personne m'introduit un tel. Et maintenant, je sais que moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis à peut-être 3 poignées de main de n'importe quelle personne dans le monde qui a un certain niveau de réussite. Et le but, c'est d'avoir le moins de poignées de main possible entre les personnes. Et je pars du principe que même si c'est une vision plus long terme que tu monétises pas directement, à la fin, c'est un peu la phrase le network is your net worth, tu vois. Et quand t'as une communauté et quand t'as surtout un réseau qui est puissant, bah en fait, tu fais ce que tu veux comme business. Tu peux développer du SaaS, de la format, ce que tu veux, ça fonctionne. C'est clair. Et à côté de ça, ce qui est important aussi dans ce réseau-là, c'est avec ta communauté ou avec les gens avec qui tu network, pour moi, c'est toujours la profondeur de la relation, tu vois. C'est à quel point ils sont attachés à toi. Moi, j'essaye de faire en sorte dans mon contenu que c'est comme, genre, tu sais, un film ou une musique qui t'a marqué, à un moment donné, il y a eu le truc où, tu sais, il y a eu un point de bascule et ça a créé une émotion en toi. Et c'est cette émotion-là qui va faire que tu vas t'en rappeler, que ça va te laisser une empreinte en toi, tu vois. Et moi, dans mes vidéos, c'est ça que j'essaye de créer comme sentiment chez le viewer pour vraiment, en fait, créer quelque chose de profond. Et la même chose quand je rencontre des gens avec qui je veux développer du lien, j'essaye de creuser le degré de relation à un niveau plus profond parce que pour moi, le but, c'est pas d'avoir le carnet d'adresse avec le plus de personnes au monde, mais c'est d'avoir des gens importants, influents, avec qui il y a une vraie amitié et que si j'appelle à 1h du matin pour leur demander un truc, ils vont le faire. Et tu vois, donc c'est cette profondeur de la relation avec ta communauté ou avec ton réseau, pour moi, qui fait la diff à la fin dans le business et dans ta vie, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, dans les vidéos que tu fais, c'est vachement bien pensé pour ça, parce qu'il y a une différence fondamentale, je pense, entre une vidéo vraiment juste factuelle, pragmatique, etc., et une vidéo justement où il y a un storytelling, un montage qui fait que ça crée une émotion. Et ça, tu le ressens direct quand tu parles avec les gens qui ont vu la vidéo, parce que les retours, c'est plus du tout pareil, quoi. Genre... Ça, je l'ai vu, il y a plein de gens, tu vois, par exemple, aujourd'hui, qui se mettent à faire des formats 24 heures ou quoi, mais il n'y a pas cette... il y a pas ce truc, genre, tu vois, il n'y a pas cette émotion, il n'y a pas cette profondeur-là, mais ce truc, cette profondeur-là aussi, elle vient pas de nulle part, elle est pas juste issue d'un talent, d'un truc, etc. Elle vient vraiment d'un travail où nous, l'input qu'on met dans ces vidéos-là est énorme, tu vois. Des fois, tu peux avoir 3 semaines de travail sur une seule vidéo, juste en termes de montage. Moi, je vais avoir une vraie réflexion, ça va être construit. Tu vas avoir des voix off qui vont être faites spécialement pour enregistrer en studio. En fait, il n'y a pas de secret, c'est vraiment, tu vas faire des meilleures vidéos, améliore ton input, tu vois. C'est vraiment ça. Et à côté, l'input est aussi, maintenant, je le vois dans les guests que je vais prendre. J'ai remarqué en termes de vue et de rentabilité sur le temps investi, c'est vraiment est-ce que la personne a vraiment une histoire aussi qui intrigue, où j'ai un peu l'exclu, ça m'intéresse. Et à côté de ça, c'est aussi en termes de timing, quand tu fais la bonne personne au bon moment, comme par exemple Angel était en plein décollage, le timing est très important dans la création de contenu. Par exemple, moi dans ma stratégie de contenu, j'ai 3 formats. J'ai le 24 Hour With, qui est mon contenu locomotive, qui va venir driver ma chaîne grâce à du transfert de communauté, qui va me faire un peu connaître, etc. J'ai le format Goat Story, où j'analyse le succès du coup d'entrepreneurs qui ont réussi grâce au personal branding. Donc c'est mon format qui est éducatif et qui me sert à montrer mon expertise. Et là sur ce format-là, je mets à chaque fois aussi en tête de miniature des gens connus, donc ça me permet d'avoir leur transfert de communauté. Et le 3e format que j'ai, c'est le The Journey, où je documente ma journée entrepreneuriale et ce qui se passe un peu pour moi chaque mois, de manière transparente, sans aucun filtre, ce qui me permet de créer du lien avec mon audience plus profond. Avec ton audience, ton cœur d'audience. Avec mon cœur d'audience et de convertir. Et je sais que ces vidéos-là vont faire entre 1000 et 10 000 vues, mais c'est 1000 ou 10 000 personnes qui sont réellement engagées, qui sont réellement qualitatives. Et donc, j'ai un peu ces 3 formats-là, avec une vidéo qui va faire après 100 000 vues par vidéo, l'autre après 50, l'autre entre 1 et 10. Et chaque vidéo a des objectifs différents. Et c'est comme ça, pour moi, que je conçois un peu la stratégie, genre, tu vois. Ouais. Et du coup, dans tout ce que tu parlais aussi sur le réseau et tout, comment tu gères avec le fait de pas paraître trop intéressé non plus, parce que tu vois, dans tout ce côté stratégique, j'entends un côté aussi, tu sais, un peu intéressé, un peu je tire les ficelles et tout. Comment tu fais pour gérer avec ça? Pour moi, c'est pas un côté... Enfin, c'est un côté intéressé, y a pas de mal à être intéressé, à partir du moment où c'est sincère, tu vois. Si je suis réellement intéressé par ce que tu fais, même s'il y a un intérêt, genre, tu sais, c'est un peu tout, t'es fait par intérêt, tout le monde fait tout par intérêt. Mais à partir du moment où ton intention, elle est pure et qu'elle est pas fakée, il y a pas de mal à être intéressé, tu vois.
Au contraire, la personne elle a envie de faire quelque chose avec toi parce qu'elle voit que tu portes un intérêt à elle, tu vois, et que cet intérêt-là, il est réel. Donc moi, je pense au contraire que l'intérêt, il est bien. Et après, c'est juste en fait mettre un peu de la stratégie dessus, mais c'est toujours cet équilibre-là un peu entre le cœur un peu et le cerveau, genre tu vois, où tu dois à la fois avoir de l'émotion et de la profondeur, à la fois un petit peu une réflexion. Et moi, c'est comme ça un peu que j'aborde mes relations. Et avant tout, genre, tu vois, c'est un kiff. Genre, moi, je dois une vidéo où j'ai kiffé avec la personne, elle va beaucoup mieux marcher qu'une vidéo où j'ai pas kiffé, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça se ressent, tu vois, comme on en parlait, tu veux pas le faker, ça, genre, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que beaucoup de marques qui essaient de copier un truc qui marche, c'est totalement cringe. Après, tu vois, en mode il y a ça, il y a tel format qui marche, il faut qu'on fasse pareil et ça sonne. Et c'est pas tout le monde justement qui peut faire un format où tu vas pouvoir rebondir avec la personne, improviser, vraiment connecter. Genre, nous, on a toujours un travail, genre, tu vois, un peu de backstage. Et du coup, Terry, mon aide, il y contribue aussi beaucoup. Genre, tu vois, en fait, on est bon aussi, on va dire, socialement pour créer du lien avec la personne. Ouais. Donc, à chaque fois, on va la voir avant le tournage, soit la veille, on va manger avec lui ou quoi pour créer du lien. À côté de ça, on va réussir, genre un petit peu, genre tu vois, à faire des blagues, à parler de sujets un peu en off avec la personne, mais sans que ça soit gênant ou forcé, genre tu vois, pour vraiment créer une amitié avec la personne, pour qu'elle puisse se confier aussi, etc. Et toutes les vidéos, plus elles sont bonnes, plus en fait c'est qu'on a réussi à créer quelque chose, on met la personne à l'aise, et en une seule journée, des fois c'est complexe, tu vois. Donc c'est un peu tout le travail aussi qu'on fait, et c'est un gros travail de prod, parce que moi ce que je dis toujours à l'équipe, c'est toujours, il faut tout filmer. Genre, sauf si le guest, il vous dit, genre, ne filmez pas. Ouais, genre, clair. en fait, tu pars du principe que tout ce qui se passe, tu le filmes. Parce que les moments les plus puissants, c'est toujours les moments qui sont en off, tu vois, de base. C'est clair. Donc moi, je demande toujours que tout soit filmé. Et je dis aux guests, t'as un droit de veto, genre en mode t'inquiète pas, genre il y a rien qui sort, il y a pas un contenu qui va sortir sans que tu l'aies validé ou quoi. Donc t'inquiète pas, on va pas filmer de choses à ton insu, de choses que tu veux pas qui soient publiques ou quoi que ce soit. Ouais. Si jamais quelque chose que tu veux vraiment pas qui soit filmé, qui est confidentiel, tu le dis directement, on va pas te filmer. Mais sinon, à part ces moments-là, tout doit être filmé. Et donc du coup on se retrouve avec des 500-600 gigas de rush, mais c'est ça qui fait qu'il y a une certaine émotion. Parce que tu veux pas dire à la personne ah attends vas-y redis ce que t'as là, c'était émouvant, tu vois. Ça va se sentir, c'est cramé. Ouais, donc en fait c'est réussir à capter la chose tout le temps, tu vois. Et moi ça me passionne ce truc là, tu vois, genre je kiffe, tu vois. Je kiffe ce format là, je kiffe faire ça. Ça doit être génial d'avoir un head of content. Bah c'est dur à trouver un bon head of content. Moi surtout la relation qu'on a aujourd'hui, c'est que en fait c'est une relation qui date d'il y a 4-5 ans, genre tu vois maintenant, où c'est devenu vraiment comme un petit frère un petit peu pour moi, on va dire, où il y a vraiment un lien fraternel dessus et tout, où aujourd'hui il va savoir quoi faire sans même que j'ai besoin de lui dire, il y a des automatismes qui se créent, il y a une sensibilité, il y a une énergie aussi où lui-même il va pouvoir poser des questions à la personne et la personne va se sentir à l'aise avec lui, donc c'est toute une alchimie qui doit être créée. Et moi comme je te disais, ouais, moi c'est tu sais, au dernier mastermind là, de Gérald, que je salue aussi, chez qui on était à Bordeaux. Tu sais, j'ai eu une discussion et j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que j'aime vraiment faire et je vais te faire plus de ce que j'aime. Ouais. Et ce format-là, j'aime le faire. Et genre, tu vois, alors, je suis en mode à la fin, ce qui me fait kiffer, c'est pas de faire le plus de chiffres, de faire le plus d'argent et tout, c'est de faire ce pourquoi je suis bon. Et en fait, je me rends compte que ces journées-là, elles me permettent de vivre des expériences que l'argent ne peut pas acheter, tu vois. Genre par exemple, si jamais demain je fais une vidéo avec quelqu'un d'extrêmement connu et qui me permet de rentrer dans son intimité, tu peux avoir l'argent que tu veux, tu ne pourras pas acheter les émotions que tu as vues dans une journée avec lui. Tu ne pourras pas acheter certains passe-droits que tu vas avoir en passant la journée, en vivant des expériences que de base tu ne peux pas vivre, tu vois. Ouais. Donc moi, il y a aussi tout cet aspect-là qui me fait kiffer, et l'aspect vraiment d'analyse et de comprendre les mécanismes derrière. Et à la fin, pour avoir connu toutes ces personnes-là, tu sais, ils ont tous, c'est intéressant, un peu une zone de génie. Et moi, à chaque fois, genre, de chaque personne, j'ai retenu une chose au moins que j'ai voulu appliquer, genre, tu vois. Et j'ai appris une chose au moins, enfin plein de choses, mais un trait en particulier qui m'a marqué. Et je peux te dire qu'il y a personne qui a réussi par hasard, et que chaque personne qui en est là, c'est que derrière, il le mérite, tu vois. Je dis avec chaque personne, il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard. Genre vraiment, chaque personne, c'est corrélé à l'input qu'ils ont mis. Est-ce qu'on peut parler peut-être du mastermind un petit peu? De ton mastermind? Vas-y, avec plaisir. Donc, Silouane, il a un mastermind avec son associé qui s'appelle Personal Figures. C'est ça. Où, du coup, l'idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs à créer leur marque personnelle et puis à avoir une marque personnelle qui leur permet aussi de faire des ventes pour derrière leur entreprise. Pourquoi toi, tu as voulu créer ce mastermind-là? Ça partait d'où la volonté de base? Moi, aujourd'hui, c'est vrai que partir de zéro et être créatif, genre, je suis nul. Moi, pour que je sois bon, il faut que j'ai de la matière. Et après, je suis très bon pour connecter les points entre eux et trouver les meilleures stratégies. Donc moi aujourd'hui en fait avec ce qu'on fait avec Personal Figures, c'est vraiment on prend des entrepreneurs qui sont soit des fondeurs d'entreprises plus corporate, soit des personnes plus du milieu infopreneurial. On a beaucoup soit d'agents, soit d'infopreneurs qui ont déjà une personal brand, qui ont déjà un système de conversion, qui ont déjà par exemple des processus commerciaux, des funnels, etc. Et en gros ils viennent nous voir en me disant par exemple typiquement ok maintenant Steven j'ai tout ça, maintenant moi ce que je veux c'est être considéré comme le numéro 1 de mon domaine, faire exploser mon trafic organique, et après derrière je sais comment le convertir. Tout ce que je veux, c'est avoir du trafic organique à fond qui rentre et avoir une personal brand puissante avec une commu engagée et toucher des gens qui ont de l'argent, tu vois. Donc ça c'est ma spécialité.
Et donc aujourd'hui, en fait, ça me parle parce que c'est ce que je fais pour moi. C'est ce que je faisais de base sur le modèle, moi, en fait, que j'avais aussi d'agence. Et en fait, à la base, j'avais mon modèle d'agence. Une agence qui s'appelait d'abord IG Expert et après, j'ai créé une deuxième boîte qui s'appelait Climax. Avec Climax, on a accompagné honnêtement, je pense, tous les plus gros, en tout cas la majorité des plus gros infopreneurs en France sur du Done for You. Mais en fait, le problème qu'il y avait pour moi du business model d'agence, c'est que dans l'agence, tu fais un peu de stratégie, mais après, en réalité, tu fais beaucoup de gestion de projet. Et ce qui fait une bonne agence, en réalité, c'est les process que tu mets en place, la structure que tu as. Tous les recrutements par exemple que tu vas faire, etc. et la gestion de projet quotidienne. Et en fait, j'en reviens au fait de c'est quoi tes armes. Moi, mes armes, c'était mon expertise, ma sensibilité où je sais quand je vois quelqu'un directement comment transformer la manière abstraite de qui il est, de ce qu'il veut représenter en une stratégie concrète. Et c'était mon réseau. Et en fait, le problème de l'agence, c'est que je m'épanouissais pas et j'étais pas le meilleur dans ce que je faisais parce que j'étais focus sur des armes qui étaient les process, la structure, qui n'étaient pas mes armes. Ouais, tu jouais pas sur les combats. C'est ça. Donc en fait, je me suis remis là-dessus. Et donc du coup, sur le mastermind, maintenant, on fait vraiment de l'accompagnement. C'est entre du mastermind et du consulting. On accompagne vraiment les entrepreneurs sur plus de 6 mois. Et donc du coup, sur les 6 mois, on va refaire toute leur stratégie de A à Z de contenu. À côté de ça, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à cet audit-là, moi, en fait, je vais toujours refaire leur stratégie basée sur c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi les KPIs qu'ils ont. On va aussi leur permettre de restructurer leur équipe. On va leur permettre aussi de voir par rapport à la stratégie, au concept qu'on leur a défini, qu'on a créé, c'est quoi la meilleure équipe qui va pouvoir l'idée justement la mise en place de ça. Donc on va les mettre en relation avec d'autres, soit agents, soit prestataires au meilleur prix du marché, à la meilleure qualité, sur lesquels nous on s'engage, qu'on a déjà testé, et on va les accompagner du coup au fil des mois à mettre en place la stratégie et aussi à les faire bénéficier de notre réseau. Moi, je vais pouvoir les introduire avec des gens de mon réseau qui vont pouvoir par exemple passer sur leur podcast, et dans la communauté, aussi chaque personne, vu qu'ils ont tous une audience, vont pouvoir faire du transfert de communauté entre eux, vont pouvoir faire un système de groupe d'engagement. Quand il y en a un qui sort une vidéo, on va être une vingtaine à aller commenter la vidéo de la personne avec que des comptes influents, etc. etc. Et l'idée, c'est aussi d'avoir des événements en présentiel où je ramène, comme tu l'as vu à chaque fois, des gens de mon réseau, et le but, ça va être là au cours des prochains mois d'augmenter à chaque fois de plus en plus la qualité. Donc simplement, ça me fait kiffer. Je sens que c'est un format où on travaille avec des gens à qui on peut apporter une vraie plus-value, parce que le personal branding, quand tu pars de zéro, c'est important, mais c'est plus important d'avoir la bonne offre, d'avoir le bon processus pour vendre en direct, etc. Par contre, donc pour passer de 0 à 1, le personal branding, c'est pas la chose la plus importante de tout. Pas le plus important. Par contre, si jamais tu veux passer par exemple de 5 à 10 ou de 10 à 100, pour moi, le personal branding, c'est la chose la plus importante dans ton business, en tout cas dans nos domaines, parce que c'est ça qui va te permettre d'accélérer tes ventes, mais aussi de recruter des meilleurs talents. Ouais, c'est clair. Quand tu as une personal brand, tu peux attirer des A-players. Toi, par exemple, en tant que fondeur d'agence, le fait que tu développes ta personal brand, j'imagine que tu dois attirer de plus en plus de gens qui veulent travailler avec toi, parce que aussi tu vas pouvoir les inspirer, ils vont aimer ce que tu fais, etc. Donc tu vas pouvoir recruter, genre, tu vois. Et le recrutement, on l'oublie souvent, mais la RH, de base, c'est une des plus grosses dépenses d'entreprise. Et la RH, quand tu veux scaler un business, c'est souvent plus dur que l'acquisition. Moi, je l'ai vu en agence, une fois que tu es bon, avoir des clients, c'est pas un problème. Ce qui est dur, c'est de réussir à les délivrer sur du plus grand nombre, tu vois. Et donc, pour pouvoir délivrer, le personal brand te permet de faire de l'acquisition de talents. Et quand tu as des talents, donc du coup, tu peux te développer beaucoup plus vite. Donc pour moi, tu as ça. Et moi, ce que j'explique souvent, c'est qu'après, derrière le personal branding, nous, on est aussi des entrepreneurs, je pense, qui aujourd'hui font des business, mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on aura d'autres envies. Peut-être que tu voudras écrire un livre, peut-être que tu voudras faire un SaaS, peut-être que tu auras une idée de start-up révolutionnaire. Et si tu pars dans un autre domaine, tu repartiras de zéro. Mais si tu repars de ta personal brand et de ta communauté, tu repartiras toujours de cette base-là. Moi, par exemple, j'ai un projet qui est dans la musique, tu vois, Rexand. J'avais besoin de lever un petit peu d'argent dessus, tu vois. Environ, j'avais besoin de lever 100 000 euros pour 10%, tu vois. J'ai fait quoi? J'ai fait une story Instagram. J'ai dit, regardez les gars, ça fait depuis des années que je mets un peu de temps en temps des stories là-dessus, etc. C'est mon projet de cœur, ma passion, etc. Là, on a besoin de lever des fonds pour accélérer. En gros, notre vision, c'est ça. Les tickets minimum, ils démarrent à 10K. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, envoyez-moi un DM et on en parle, tu vois. Et j'ai levé 100K, genre, tu vois. Genre en mode en 2 stories. Et genre, alors que ça n'a rien à voir avec mathématiques, mais parce que j'ai su toucher une audience qui est qualitative, parce que les gens ont su s'identifier à moi, parce que j'ai fait ce travail de profondeur-là, alors que t'as des gens, des fois, qui auraient peut-être 1 million d'abonnés qui ne pourraient pas lever 100K comme ça en 2 secondes, tu vois, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis quelqu'un, je kiffe le personal branding, je kiffe l'accompagnement, mais je sais que je suis un entrepreneur où je me vois faire du business toute ma vie. Et je me vois faire différentes choses, tu vois. Mais ma personal brand me permet à chaque fois que je développe un projet de rebondir dessus. C'est ça, et de tester aussi l'idée sur ma communauté, de pouvoir recruter les premières personnes de ma communauté, d'avoir ma première base de early adopters, de pouvoir lever des fonds. En fait, je peux bootstrap n'importe quel business. Genre, j'ai une nouvelle idée de business qui est pertinente, qui est qualitative.
Je fais une story, je peux lever des fonds. Je fais une story, je cherche les meilleurs devs ou les meilleures personnes pour recruter les meilleures personnes, business développeurs, etc. Je peux recruter les personnes qui vont avoir envie de bosser avec moi. Une fois que j'ai ça, je mets une story, je peux trouver mes premiers clients. Après, une fois que j'ai mes premiers clients, je peux mettre une story, je peux trouver mes partenaires, tu vois, avec qui je veux faire des collabs. Je peux monter à 10, 20, 30K. Et après, je peux réinvestir l'argent que je fais pour rescale la boîte, tu vois. Donc en fait, c'est un glitch où après, quand t'as réussi à faire ça, tu fais ce que tu veux. C'est trop puissant. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, ce que je dis, quand t'as une personal brand avec une communauté qui a du pouvoir d'achat, tu ne pourras ne plus jamais être pauvre. Tu pourras pas refaire un projet où t'es livré face à toi-même. C'est incroyable. Ouais, c'est clair. Et les gens le voient que pour la vente, tu vois, mais ils voient pas tout ça. Ouais, c'est clair, parce que le recrutement, truc de fou, en une story d'avoir plein de profils, et surtout, en plus, des profils engagés. Qui veulent bosser avec toi, qui sont prêts à bosser. Ouais. Genre, moi, j'ai des personnes de mon équipe qui, honnêtement, aujourd'hui, ont eu des propositions pour travailler avec eux, 2 à 3 fois supérieures en termes de rémunération, mais qui ont voulu travailler avec moi parce que ils aimaient justement la vision que j'avais, ce que je développais, le projet en lui-même. Et ça te permet en fait aussi d'attirer des gens qui sont pas uniquement là pour la partie purement pécuniaire, mais qui sont aussi là parce qu'ils croient en la vision, ils croient en toi. Et ça, c'est une équipe qui est encore plus puissante, tu vois. Et ça te permet de motiver les personnes et de les incentiver par d'autres choses que, bien sûr, l'argent c'est important, il faut que tout le monde soit bien rémunéré à sa juste valeur, mais de pouvoir aussi avoir d'autres leviers qui vont motiver les équipes, tu vois. Ouais, c'est clair. Et en plus, plus tu la commences tôt, la marque personnelle, Ça. même si au final tu l'utilises pas au début, c'est pas grave, parce qu'en fait, le jour où tu voudras l'utiliser, en fait, ça compound, et le jour où tu retires... Et quand ça compound, c'est incroyable. Moi, je vois genre combien de fois ça m'est arrivé. Des trucs où je suis dans un autre pays, où je mets une story, quoi que ce soit ou quoi. Et j'ai des mecs, genre, tu sais, c'est souvent eux, qui ont pas de photo de profil, qui ont genre 112 abonnés. Et tu sais, tu te dis, genre, c'est un random. Et en fait, la personne, elle t'envoie un message en mode ouais, ça fait des années en mode quoi que je te suis, j'aime bien ce que tu fais, je suis pas le genre de mec qui like, qui commente et tout, mais tiens, j'ai vu que t'avais dit que t'avais besoin de ça ou tel truc, etc. Vas-y, tiens, il y a tel contact, telle chose, tel endroit, tu vas là-bas. Ça, c'est incroyable. Et moi, je kiffe ces gens-là. Et en fait, tu te rends pas compte des fois de l'impact que tu peux avoir. Et même, en fait, les vues, c'est biaisé. Quand tu fais 1000 vues en story, tu te dis 1000 vues, c'est pas beaucoup. Mais 1000 vues, c'est comme si tu prenais une salle de 1000 personnes qui te regardent tous les jours et qui sont en plus des gens dans ta thématique, c'est énorme. Donc en fait, non, faut. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Et aussi, pour moi, je le vois un peu comme... et c'est pour ça que je veux faire le building public avec The Journey. Parce qu'avant de le faire pour les autres, c'est un format que je veux faire pour moi, tu vois. C'est un format que je veux faire où je veux revenir dans 5 ans, dans 10 ans, et me dire, putain, genre, tu vois, moi, t'étais dans telle problématique, dans telle chose, à tel moment. Et c'est pas du fake, tu vois. Genre, tu peux revenir en arrière et tu vois que t'as tout documenté. Et c'est quelque chose que j'encourage les gens à faire, tu vois. Même si aux vidéos, il faut pas beaucoup de vues, même si vous les prenez vous en selfie, que vous faites vous-même juste des cuts, que votre vidéo, elle est bateau, documentez ce que vous faites. Ce sera pour utile. les autres, mais pour vous. Moi, je veux, alors je sais pas, à 70 ans, pouvoir regarder mes buildings publics de quand j'avais 23 ans, que j'avais une certaine énergie, un certain truc, et pouvoir revivre ces moments-là de ma vie grâce à ça. Et je trouve ça incroyable. Et pour moi, c'est une sorte un peu de témoignage que tu te fais à toi-même, de traces que tu laisses, et aussi de choses où des fois tu te rends pas compte, mais une vidéo, ça peut changer une vie. Moi, j'ai des vidéos que j'ai regardées qui ont réellement impacté ma vie, dans des cadres personnels, pour des défis que j'ai eu à faire, on va dire, de manière perso, comme dans le cadre pro. Et des fois, une simple vidéo, on se rend pas compte de l'impact, mais tu te dis waouh, genre qu'est-ce que ça m'a aidé. Et si jamais tu peux aider aussi des personnes grâce à ça, moi je trouve que c'est quelque chose dont il faut pas se priver, tu vois. Une vidéo qui arrive au bon moment, qui inspire, qui fait prendre la bonne décision à une personne, c'est bon. Tu vois, et cette personne-là, c'est un effet domino, parce que cette personne-là, le fait que tu vas l'aider, cette personne-là, ça se trouve, elle va elle-même faire quelque chose d'incroyable, ou elle va aider d'autres personnes. En fait, t'as un impact qui est hyper positif, tu vois. Et c'est quelque chose, moi, qui me parle beaucoup. Et je sais que de la création de contenu, je vais en faire toute ma vie. Je sais que j'aimerais même sur les prochaines années pouvoir en faire beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui, mais faire que des projets, genre, tu vois, qui ont du sens pour moi, tu vois. Et j'ai beaucoup d'idées de projets, justement, comme ça. Et c'est un peu, moi, ce que je veux faire. Genre, tu vois, je me dis, je l'ai beaucoup fait pour les autres. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le levier, on va dire un peu les compétences que j'ai, pouvoir faire aussi passer certaines idées, pour pouvoir transmettre aussi certains trucs. Et je pense que c'est ça qui me stimule encore plus que l'argent. Genre, tu vois, c'est l'impact. Genre, à la fin, genre, moi, ce que je me suis toujours dit, j'ai des objectifs financiers, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, mon objectif, tu vois, clairement, c'est d'avoir par exemple à peu près entre 20 et 30 millions en perso, genre, tu vois, d'ici à peu près 10 ans. C'est vraiment l'objectif que je me fixe. Mais je sais qu'au-delà de ça, ça m'intéresse pas d'être milliardaire ou quoi, genre, ou d'avoir des centaines de millions d'euros. Genre, ouais. Déjà, on me l'a pas proposé ou quoi, mais je veux dire, même si on me le proposait, j'ai envie de te dire, entre guillemets, je m'en fiche. Genre, posséder des villas partout, genre, je m'en fous, genre, complètement. Ouais. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est me dire, je suis à un step où vraiment, genre, je peux financer, genre, limite, être un mécène pour les projets de mes proches. Par exemple, de ma mère, de mon père, de mes meilleurs potes qui ont des talents de ouf, tu vois. Pouvoir à côté de ça juste faire kiffer, avoir une certaine sécurité et surtout par contre avoir un réseau de personnes qui eux pèsent énormément et pouvoir utiliser ce réseau là pour pouvoir faire des projets qui ont un réel impact, tu vois. Et pour moi c'est vraiment ça le goal, et plus j'avance plus je me redirige vers ça. Je veux faire des choses qui certes me font kiffer mais qui peuvent être utiles, tu vois, plus que juste faire des vidéos, des trucs, les 5 tips Instagram, machin. Je m'en fous, genre, tu vois.
peut-être on divague un petit peu, etc. Mais j'en parle, tu vois. J'ai un concept que je veux faire, tu vois, avec ma mère. Ok. Ma mère, ce qu'il faut savoir, c'est que si j'en suis là aussi aujourd'hui et je me suis lancé dans tout ça, c'est aussi grâce à elle. Elle est réalisatrice, tu vois, de base, Ouais. donc d'où l'intérêt aussi pour la vidéo, etc. Et elle a toujours fait donc des documentaires sur des causes, on va dire, qu'elle voulait défendre. Tu vois. Oui. Elle a un sujet de projet qu'elle veut faire qui s'appelle Be the Change, qui serait un jeune qui partirait à la rencontre d'entrepreneurs qui font de l'argent, mais qui sont des entrepreneurs à impact et qui aident réellement leur pays sur différents aspects. Et ça peut être en France, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, peu importe le continent, le pays, etc. Et donc du coup l'idée qu'on a, c'est qu'en fait je me suis dit, et j'ai promis à ma mère parce qu'elle a un projet qui est incroyable, le deck il est ouf, elle voulait signer avec des gros Netflix machin et tout, ça a pour l'instant pas encore abouti. Ouais. Et je lui ai dit, t'inquiète maman, ce qu'on va faire c'est quoi? Parce que moi ce qui me fait kiffer, c'est pas juste donner de l'argent à mes parents, mes trucs, mais genre, c'est vraiment genre tu sais les aider à être épanouis dans ce qu'ils font. Ouais. Je dis à ma mère, t'inquiète pas maman, je te jure sur ma vie que là je vais passer les 100 000 abonnés d'ici 1 an. Les 24 heures, je vais tout péter dessus. Et on va faire un concept en mode où, en fait, la personne, ça va être moi. Et je vais partir 24 heures en immersion avec des entrepreneurs à impact. On va faire une série de vidéos comme ça qui va être les 24 Hours, en gros, les Be the Change. On va faire une étude de cas sur ma commu. Je vais faire une story et je vais lever genre 50-100K pour des gens qui veulent venir justement soutenir ce projet, cette vision-là et qui veulent soutenir un projet qui a du sens. Et après, on va aller voir les grosses chaînes de distribution. On va retoquer à la porte d'Amazon, Netflix, etc. Et là, on va négocier un truc avec eux. Parce que d'un côté, j'aurai de la commu. De l'autre côté, on aura une preuve et on aura déjà fait 5 épisodes pilotes qui auront déjà marché et on va aller au bout de ce truc là. Et à côté de ça, moi le but c'est que ma mère elle puisse être associée sur le truc, que ce soit même son projet, et c'est une manière aussi pour moi de donner vie à ce truc là. Et tu vois, moi ça qui me fait kiffer, tu vois, à la fin la partie juste business machin, genre truc c'est cool mais je m'en fous, genre tu vois. Ouais, moi c'est vivre ce genre d'expérience là, ce genre de moment avec où tu travailles avec tes proches, où tu fais des choses qui te parlent, qui sont dans tes tripes, tu vois, et qui touchent des gens et qui peuvent réellement impacter des personnes, impacter leur business, leur manière de voir les choses. Ça me fait kiffer, tu vois. Ça me fait vibrer. Ouais, ben c'est ça là où tu arrives à l'intention la plus noble, je pense, après avoir enlevé toutes les autres motivations qui viennent d'endroits extérieurs et qui sont peut-être moins. Et quand tu fais ça, en fait, à la fin, tu te reconnectes à qui t'es vraiment. Et je pense qu'au moment où tu fais ça, en fait, dans ta création de contenu, tu deviens bien meilleur et tu arrives un petit peu à ramener une foule de personnes avec toi parce qu'elles sentent en fait que t'es connecté, que t'es aligné dans ce que tu fais, tu vois. Et ça veut pas forcément dire, je dis pas que chaque personne devrait faire du contenu à impact et tu vois, je fais du business, je suis pas non plus dans une logique caritative, machin, etc. Mais je veux dire par là que quand tu es aligné par rapport à du contenu qui te plaît vraiment, qui te parle, les gens le sentent. Et je pense que tu as une force qui est incroyable, même dans ton énergie, dans ta productivité en termes de contenu, parce que ça t'excite, tu vois. Et plus en fait, pour moi, tu te rapproches dans le business de ce qui te parle et de là où tu es bon, plus bizarrement les portes elles s'ouvrent. Mais ce qui est dur, c'est avec tout le brouhaha qu'il y a, de trouver où est-ce que t'es sincèrement bon, où est-ce que c'est fait pour toi, tu vois. Ça qui est dur. T'as été voir Mehmet. Ouais, mais mec, j'ai parlé avec lui, il m'a fait ces déclics-là, mais moi, c'est des sujets genre, tu vois, sur lesquels je me fais accompagner, genre, tu vois. J'ai aussi quelqu'un, mec, qui m'a fait des super déclics, et j'ai quelqu'un aussi qui m'a beaucoup accompagné, qui s'appelle Mariam. Ah oui, ok. Que je recommande beaucoup, qui est incroyable, et c'est un travail que j'ai fait aussi sur moi-même, genre, tu vois, d'introspection. Je pense que quand tu te développes dans l'entrepreneuriat, un certain step, c'est plus les compétences business qui sont importantes, mais intrinsèquement apprendre à te connaître. Apprendre à connaître, ça peut être tes traumas, tes blocages, tes barrières que toi-même tu vois pas ou que tu t'auto-fixes. Ça peut être tes niveaux d'énergie. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses que tu sais que tu dois faire mais que tu ne fais pas? Tu vois, c'est ce genre de choses-là pour moi qui sont importantes. Et c'est un peu ce genre de choses-là sur lesquelles maintenant j'investis et je me fais accompagner, tu vois. Parce qu'après un certain step, le business, l'entrepreneuriat, ça c'est... Tu peux toujours apprendre des choses. Mais après, la différence, c'est comment tu les implémentes, tu vois. Et le but, c'est pas d'arriver à un step, et moi je sens que j'ai un peu un step aujourd'hui comme ça, où j'ai un niveau de compétence et de connaissance qui est décorrélé du niveau où je suis. Et du coup, en fait, pour augmenter ce niveau-là, c'est à moi de me développer, genre, tu vois, pour fitter ça, et pour réellement que dans la matière, ça se matérialise, tu vois. Ouais, finalement, c'est pas tant plus de compétences et de connaissances qui vont te faire développer, c'est plus débloquer des trucs de... C'est ça, et intrinsèquement, on va dire, évoluer, tu vois, investir, par exemple, en ce moment, je veux mettre en place une routine où, genre, tu vois, les investissements que je suis en train de faire, c'est coach sportif, nutritionniste, ouais. Faire, je sais pas, un massage une fois par semaine, avoir un chiropracteur, tu vois, Morgan qui est dans le mastermind, maintenant, il passe là après-demain, il m'ajuste et tout, genre, tu vois, c'est créer un environnement où tu te vois comme un athlète de haut niveau, et un athlète qui joue en national ou qui joue en Ligue des Champions, il n'a pas le même staff. Et du coup, à un moment donné, quand tu sais jouer, entre guillemets, ce qui va faire aussi la différence, ça va être le staff et comment tu te structures, tu vois. Et aujourd'hui, c'est un peu ça les trucs, les sujets un peu sur lesquels je suis, genre, tu vois.
Ouais, bah, j'en parlais hier avec Pierre David Ouais. coup, du Mastermind. Déjà. Il m'a offert son livre, donc celui dont Ouais, donc Chris, Chris parlait. l'identité gagnante. Ouais. En fait, j'ai commencé à le lire, j'ai pas lu en entier, mais tout le truc, c'est un truc d'identité. En fait, on se définit vachement par je suis machin. On a tendance à se mettre un peu dans des cases. Et tout son livre, il invite à prendre du recul sur en fait, tu peux être tout, tu vois, genre. Tu peux être courageux, tu peux être parfois méchant, tu peux être parfois gentil, tu vois, tu peux être tout. Et tu peux aussi être intentionnel sur qui tu veux être. Et du coup, bah, typiquement, ce genre d'accompagnement, c'est des trucs, comment tu crées aussi l'environnement pour qu'ils font que tu es la personne qui est à l'heure, par exemple, qui est courageuse, qui est disciplinée, qui est machin. Bon, j'ai pas encore assez lu le livre pour dire des trucs intéressants. Mais on m'en a dit du bien, moi aussi. Mais faut le lire. J'ai lu les 20 premières pages et ça m'a... J'ai trouvé ça déjà excellent, donc mais le concept d'identité, c'est très très important. C'est très très important. Moi, je le vois aussi, genre par exemple dans la création de contenu, un truc qui m'a beaucoup aidé et qui peut peut-être en aider certains qui se lancent dans la création de contenu et peut-être qui ont des blocages à la caméra, qui ont des blocages en termes d'élocution, qui ont des blocages sur tout ça. Parce que souvent, ce qui fait que les gens ne créent pas de contenu, pas forcément une question de compétence, mais c'est plus une histoire de blocage vis-à-vis du regard des gens, de soi-même. Et moi, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de se dire, quand tu démarres en tout cas, que tu es un acteur, tu vois. Et ça marche dans tout, hein. De jouer l'acteur et de jouer l'identité de la personne qui est bonne. Par exemple, moi, quand j'ai fait mes premières vidéos sur YouTube, quand j'avais genre 17-18 ans, je jouais au youtubeur, tu vois, limite, genre en mode, tu vois, j'arrivais... Salut l'équipe, c'est Sylvain Pascal, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et tu sais, je me mettais dans un personnage, genre, mais qui était moi, mais qui était une autre identité de moi, genre, tu vois, que je jouais comme un acteur. Et ce truc-là, en fait, de switcher et de jouer la personne, mais sans, genre, tu vois, gêne, et de se mettre un peu dans un rôle comme ça marche. Comme si jamais t'arrives à la salle de sport et tu te dis, ok, par exemple, genre, je suis un sportif, par exemple, de haut niveau ou quoi, et genre, je m'entraîne comme, et tu te conditionnes comme ça, ou genre, je suis un mec productif, genre, quand tu changes ton rapport à ton identité et à qui tu es, bah, c'est là, en fait, où tu deviens cette personne-là. Et ça, c'est un gros truc qui m'a aidé dans la création de contenu, et où maintenant, à chaque fois, par exemple, je vais faire une conférence ou quoi, dire, ok, genre, je suis un mec qui fait des cons, genre, je suis bon pour faire ça, genre, tu vois, vraiment, et je vais m'auto-persuader de l'identité que je veux adopter. Et en fait, ça c'est hyper puissant quand tu arrives à incarner l'identité qu'il faut par rapport à une situation donnée. C'est un super pouvoir qui est incroyable. Ouais, surtout dans la création de contenu où les plus gros blocages du début, en réalité, ils sont pas techniques, souvent ils sont mentaux. C'est joue un rôle, genre tu vois, joue la personne qui... En fait, c'est même pas joue telle personne, c'est joue toi-même qui est à l'aise. Joue cette personne-là. Ouais, c'est ça, c'est fais comme si tout était normal. Et ce qui marche bien des fois, c'est d'avoir des gens autour, je trouve. Enfin, ça peut être à double tranchant, mais... parce que du coup, tu peux te dire genre... bon bah tout le monde est là, c'est normal pour tout le monde. Bon, pour moi non, mais je vais faire comme si. Et lance-toi, genre tu vois, à la fin, c'est comme on dit, ta première vidéo, elle sera jamais parfaite, elle sera jamais bien. Ouais. Ce qui compte, c'est d'être dans une mentalité d'optimisation constante. C'est comment tu vas pouvoir t'améliorer à chaque vidéo, à chaque contenu que tu fais. C'est cette mentalité-là qui est importante, tu vois. C'est la mentalité, moi j'appelle un peu genre Thierry Henry, où genre tu sais, il raconte l'anecdote où son père, il lui dit, il rentre chez lui, il a marqué genre un triplé ou genre 5 buts à un match, et quand il rentre dans la voiture, son père, il lui dit... ouais, là, à ce moment-là, t'aurais pu marquer un but de plus comme ça. Là, t'as mal fait ce truc-là. Et en fait, c'est dans cette mentalité-là, avec soi-même, tout le temps tu t'en fiches, tu fais le truc, et constamment, tu t'améliores. Et les meilleurs créateurs de contenu, c'est comme ça. Tu regardes les premières vidéos de n'importe qui, même tu regardes moi, mes premières vidéos sur YouTube, j'étais pas comme je suis maintenant, et n'importe qui, c'est pareil, tu vois. Donc on démarre tous à un moment donné. Ce qui compte, c'est de démarrer, et comme je le dis, c'est encore le bon timing pour les réseaux sociaux. C'est incroyable, ça va continuer à durer pour tout le temps, ça va faire que se renforcer, et ça fait que 15 ans que ça existe, tu vois. Imagine dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Pour moi, on a commencé à le voir, tu vois, il y a des youtubeurs aujourd'hui qui sont devenus milliardaires, tu vois, qui valent aujourd'hui plus d'1 milliard avec leur brand. Pour moi, ça m'étonnerait pas que plus tard, t'aies des youtubeurs ou des personnes qui ont été issues de YouTube qui deviennent des dirigeants politiques très influents. Ça m'étonne pas que ce soit, et c'est déjà le cas aujourd'hui, que ça devienne les nouveaux présentateurs qui sont beaucoup beaucoup plus connus que les présentateurs télé, etc. Et c'est déjà en train d'un remplacement qui est en train d'être mis en place. Donc il y a un switch générationnel aujourd'hui qui est énorme, et je pense que le pouvoir de la création, c'est le pouvoir de l'influence, et c'est quelque chose, voilà, qui si jamais une personne qui regarde cette vidéo, ça lui parle, qu'il faut se lancer, c'est le bon timing, tu vois. C'est pas fait pour tout le monde après, hein. Tout le monde n'est pas obligé de créer du contenu. Mais si jamais tu sens que c'est fait pour toi, que tu as envie de le faire et que tu hésites, fais-le. C'est clair. Il y a une thèse portée par pas mal de milliardaires, je sais plus trop qui, mais qui est qu'en fait, le marketing, les boîtes traditionnelles, etc., ça va péricliter. Et que c'est justement toutes les boîtes portées par des créateurs, par du contenu, par de l'organique, qui vont péter. C'est le cas aujourd'hui. Exemple, MrBeast, barre de chocolat, paf, des milliards. The Rock, tequila, McGregor, whisky. Et tu le vois dans plein d'industries.
Tu le vois aussi typiquement même dans des domaines comme ça peut être les SaaS, dans les fonds d'investissement. Tu vois, je donne un exemple. Par exemple, un Grant Cardone, avec son fonds Cardone Capital, tu vois, aujourd'hui qui pèse plusieurs milliards, bah, il prend en réalité des parts de marché, genre tu vois, à des gros fonds américains dans l'immobilier, parce qu'il a développé son personal branding. Et aujourd'hui, effectivement, l'argument c'est souvent de dire, ouais, les vrais riches ils se montrent pas, etc. Ok, mais les vrais riches ils se montrent pas, ceux qui sont âgés, ou alors ceux qui viennent déjà de familles, on va dire, fortunées. La plupart, on va dire, proportionnellement aujourd'hui, des nouvelles personnes qui ont gagné de l'argent et qui sont parties de zéro, c'est des personnes qui utilisent le levier de la création de contenu. Genre, ça veut pas dire que tu ne peux pas réussir si tu ne montres pas ta tête sur les réseaux. Il y a plein de gens qui réussissent très bien dans plein de secteurs d'activité différents, il y a des contre-exemples. Mais je pense que proportionnellement, il y en a beaucoup plus qui réussissent en utilisant aujourd'hui le levier de la création de contenu. Et ça va faire que s'augmenter dans les prochaines années. Où est-ce que tu veux qu'on envoie les gens qui te connaissent pas, même si je pense qu'ils te connaissent où est-ce qu'on peut les envoyer Déjà, premièrement, ils peuvent me suivre donc, sur ma chaîne YouTube, Sylvain Pascal, ou sur Instagram, I am Silwan. Et pour les personnes qui veulent justement apprendre à développer leur personal branding, je vais vous donner l'accès directement à un cours qui dure environ une douzaine de minutes, qui va être en description de cette vidéo-là directement, que vous pouvez regarder, où j'explique justement pour moi aujourd'hui les meilleures stratégies à mettre en place pour développer son personal branding. Et pour les personnes qui réserveront un appel, qui ont déjà une communauté, qui ont déjà directement un business, on pourra directement se faire un appel en one-one si vous voulez qu'on échange sur votre personal brand et sur votre candidature pour le mastermind qu'on met en place où on accompagne pas mal d'acteurs du marché. Donc voilà. Mais en attendant, même pour tout le monde, vous pouvez directement consommer les vidéos YouTube, les 24 Hour Wiz, et consommer aussi le contenu bien évidemment de la chaîne de Baptiste qui je sais va faire que augmenter en termes de qualité.